effectivement, après, tu vois, est-ce que c'est documenté ou est-ce que, comme on le sait, enfin, tu sais, est-ce que la réalité est celle qu'on aperçoit par le prisme des réseaux sociaux ou dont on connaît l'objectivité? Parce que moi, c'est vrai que je ressens pas de la part du gouvernement, quand j'écoute les discours et tout, une réelle colère, envers le peuple qui ne respecterait pas, le confinement en disant: «Voilà, là vous déconnez, on va mettre des mesures plus lourdes parce que là ça se passe pas bien et on va pas y arriver comme ça». Après, C'est vrai que c'est pas le ton qui est, c'est pas ce ton-là qui est utilisé et je me dis: «C'est après, bizarre, est-ce moi, que c'est la même réalité?» Ouais, il y a aussi un truc, c'est que eux, en fait, ils veulent aussi que les gens continuent à travailler. Je sais pas si tu as vu. Enfin, ils veulent pas que tout s'arrête, tu vois, que l'économie soit totalement bloquée. Et commencer à dire: «Ouais, on voit trop dehors, on voit beaucoup de gens dehors», ça serait encore plus contradictoire avec leur histoire de: «Ouais, on veut que l'économie continue à tourner malgré qu'il y ait le confinement». Pas forcément, Yacine, non? Hein? Tu peux, enfin, en quoi ce serait le truc, sachant que, tu vois, genre, il y a, enfin, Bah, tu peux, ouais, en gros, ils pourraient pas dire, «Ouais, le confinement est pas du tout assez respecté» et dans le même temps dire, «Ouais», par exemple, il y a la ministre qui a dit: «Ouais, c'est intolérable que les chantiers, arrêtent de travailler et tout». En gros, ils mais poussent tu les sais, gens au travail, donc à ouais, sortir, mais de l'autre côté, s'ils continueraient à dire, «Ouais, on voit trop de gens dehors», ça pourrait être, enfin, tu sais, c'est dire on tout et son autorise, contraire, tu quoi. vois, genre, après, je sais pas si, tu sais, les moyens de mesure de non-respect des règles, ce serait des photos, tu vois. Ce serait plus des bails de verbalisation, des bails tu sais, de données où clairement les gens, parce qu'il y a des gens qui sont dehors, mais peut-être qu'ils sont dehors pour une bonne raison. Et clairement, je sais pas, après, j'ai pas réfléchi à la question, mais tu sais, à mon avis, ils se baseraient sur un truc beaucoup plus objectif qu'une photo ou des caméras ou quoi. Et ils seraient plus dans un truc je sais pas moi, nombre de verbalisations, parce que tu sais, tu peux voir énormément Bah, de il y gens aurait dehors. ouais, C'est tous des moi je pense travailleurs qui que ont l'autorisation de sortir. moi je pense qu'il y aurait 2 moyens de comparaison, c'est, comparer le nombre de contrôles amendes avec les autres pays qui sont pareils, genre Espagne, Italie. Ça pou Enfin, c'est pour moi, c'est le seul, truc où tu pourrais comparer parce que là, j'ai entendu, enfin, il disait qu'il y avait à peu près 9 sur 10 qui avaient une vraie raison d'être dehors. Donc 10 qui avaient pas de raison. ouais. Il y a quelqu'un, je crois, qui veut s'exprimer. Je ne sais pas s'il est là. Il me semble que c'est Shakib. Tu veux dire quelque chose? Je crois qu'il était devenu schizophrène, nous. Wesh, les gars, c'est qui ça, wesh? Ah, c'est moi, c'est moi. Ah, OK. En fait, moi, j'ai plus une vision économique des choses, tu vois. Vous, vous êtes plus en médecine, je crois. Et en fait, nous, en économie, il y a des cycles. Et là, on arrive pile poil. Ce serait intéressant d'ailleurs d'en parler. Je sais pas, quand vous regardez un peu les cycles économiques, il y a environ des crises tous les 100 ans, il y a une crise, mais monumentale. Et là, ça tombe comme par hasard, pile poil avec celle-là. Et il y a aussi un truc par rapport à je sais pas comment ça s'appelle, des dettes, genre des prêts que l'État se font les uns les autres. Et s'il n'y a pas de pandémie ou quelque chose comme ça, eh ben, l'autre doit rembourser l'État qui lui a prêté des sous. Si, par contre, il y a une pandémie, alors il rembourse rien. Donc, après, tu rentres dans un vice où tu te dis, tu as tout intérêt à créer un petit virus et tu le balances. Comme ça, tu n'as pas à rembourser ces choses-là. Après, je vous passerai les noms, je passerai à Shakib les noms. Et, enfin, le nom du truc, là, comment ça s'appelle. Et vous verrez. Mais juste là, pour revenir à l'aspect psychologique Mhm. de ce confinement, déconfinement, etc. Franchement, je pense qu'il y a, on va pas rentrer dans les complotistes, etc. Mais je pense qu'il y a une stratégie quand même qui est loin d'être inventée ou improvisée. Et, enfin, je pense que l'État est plus intelligent que ça. Et tout est calculé, même les discours qu'on voit à la télé, enfin, même les bêtises là qu'on entend. Et pour Je sais revenir pas ce que vous en pensez. au sujet enfin, du retentissement psychologique et tout, par rapport à ce qu'on disait, tu t'en penses quoi? Au ralentissement psychologique, Ouais. ben, franchement, je suis totalement d'accord. Et je pense que de toute façon, il y avait déjà une stratégie d'abrutissement de la société, tu vois, avec toutes les téléréalités, etc. Ça en rend les gens plus cons. Tu vois. Donc, je pense que les mettre tous en confinement et les priver de toute activité intellectuelle, sauf quelques-uns, bien sûr, qui vont chercher eux-mêmes
euh, à se cultiver, etc., ben, le reste, vont, ils vont totalement dans les abysses, tu vois. Là, ça y est, ils sont au fond et ils creusent encore, tu vois. Donc ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais enfin, donc là, tu veux dire, On s'éloigne un peu du j'ai- sujet. Alors là, les gars, genre, il y a des trucs où ça peut être intéressant d'en discuter et tout, mais là, pour le coup, c'est pas le sujet du débat, je pense. Genre là, on est plus sur les trucs de qu'est-ce qui peut motiver les gens à sortir, Je à vais pas juste répondre à Annès. Je vais répondre à Annès du coup sur ce qu'il disait tout à l'heure, à savoir est-ce qu'on surestime un peu la chose et on s'emballe, et est-ce qu'il y a vraiment une réponse politique et des professionnels de santé à ce sujet. Je vous invite, enfin, je sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe dans les médias, etc. Je sais pas si vous regardez un peu. Aujourd'hui, Ouais. ouais, vous regardez? Dis. Ouais. Oui, ensuite. Aujourd'hui, par ouais, exemple, moi je regarde, moi, ouais. aujourd'hui, il y a eu justement beaucoup de reportages sur BFM, etc., qui montraient qu'il y avait énormément de monde dehors avec des attestations, hein, etc. Et ils ont invité le chef de service de réa de Kremlin-Bicêtre, ainsi que la psychologue du service. Ils ont invité pas mal de professionnels qui, justement, faisaient part de leur indignation et du fait que c'était que le confinement était fondamental, que les gens ne comprenaient pas la mesure des choses. Ils ont filmé des jeunes qui allaient se promener dans la rue pour lire un livre ou quoi, ce qui est interdit. Pour rappeler les mesures, c'est on a le droit de sortir 1 heure pour faire du sport ou en tout cas à pied et ne pas s'arrêter. Enfin, c'est très encadré en fait. Et il y a beaucoup de gens qui transgressaient en fait ces règles-là. Et il y a eu une réponse, en tout cas on va dire, de praticiens hospitaliers, etc., qui en fait insistent sur le confinement, surtout dans un pays où on manque, je pense, ça c'est ma vision des choses, on manque d'énormément de choses par rapport à d'autres pays qui se sont beaucoup mieux préparés que la France. Donc en fait, le confinement et les mesures barrières, c'est les seules choses qu'on a, et c'est la chose la plus importante pour retarder, si vous voulez, l'arrivée des différentes personnes dans les stades graves, etc. Et qu'on puisse les prendre en charge, en l'occurrence. Et donc, oui, il y a eu une réponse de la part du corps médical. Effectivement, moi, j'ai pas vu une réponse de la part des hommes politiques, mais au début, tu vois, quand ils respectaient pas, il y a eu le président Macron qui s'est exprimé pour dire les Français ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation, etc. Et l'étude du Lancet parle justement de l'importance, parce qu'en fait, c'est une étude qui a été faite, c'est une méta-analyse qui a été faite sur plusieurs cas précédents, avec il y a déjà eu plusieurs cas de quarantaine dans les années, dans les décennies précédentes dans d'autres pays. Et cette méta-analyse se base sur un certain nombre de papiers qui sont sortis sur la question et parle, en fait, il y a un des points, c'est l'information inadéquate avec des messages des institutions de santé qui seraient incohérents entre eux, contradictoires. Et puis, honnêtement, et puis il parle non seulement du fait que ça va entraver le respect des choses et ça va avoir un impact psychologique sur le stress que vont ressentir ces personnes-là. Je vous donne un exemple tout bête. Je vous donne un exemple tout bête. Parce qu'en fait, l'étude parle à la fois de l'information, elle parle aussi si vous voulez, du matériel, que ce soit au niveau des provisions alimentaires ou quoi, ou du matériel médical. On dit, enfin, l'étude parle du matériel doit être comment dirais-je, euh, les quantités doivent être suffisantes. En l'occurrence, on prend la question des masques. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une réelle perte de confiance vis-à-vis du gouvernement sur la question des masques. Il y a 2-3 jours, il y a l'Académie de médecine qui dit que les masques comment dirais-je, sont fondamentales dans l'épidémie actuelle. On nous montre des images d'autres pays où on distribue des masques devant les supermarchés, etc. Et en France, on nous dit qu'il n'y a pas de masque et on nous dit de toute façon, ils ne sont pas recommandés. On a l'impression que les discours qu'on produit sont en fait le fait d'un manque d'organisation plus que de réelles recommandations scientifiques quand on voit ce qui se passe ailleurs. Et ça peut générer des situations anxiogènes.
on n'a plus confiance au gouvernement, aux institutions, parce que ces institutions se contredisent entre elles, parce qu'il y a un manque de coordination. Et en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est le cas. Sur la question des masques, sur la question des tests, où on nous dit il faut tester que tel et tel malade, alors qu'on voit qu'en Allemagne, tout le monde est testé à grande échelle, et qu'on voit qu'ici, il y a un manque de coordination entre les vétérinaires qui veulent tester parce qu'ils ont de quoi le faire. On leur dit non parce qu'il y a des soucis administratifs. On a plein de gens qui se portent volontaires pour faire des choses et on leur dit non, ou il y a un manque de… Si vous voulez, on a l'impression en fait que… on fait au jour le jour. Et je ne sais pas si mais ça après, on déborde un peu sur le débat d'après, mais je ne sais pas si c'est pas évitable. Je pense que si, en l'occurrence, et je pense que ça a un réel impact sur l'anxiété que ça génère auprès des Français. On a bien vu des scènes à la télé où il y a l'avocat de je ne sais, les médecins là, qui ont signé une pétition, je crois, contre l'État français sur le manque de préparation, sur le fait que les masques, il manquait du matériel dans les hôpitaux. Et on a de toute façon, c'est une très bonne transition parce qu'il est déjà 21h33 et on va pouvoir passer à l'interview des deux réanimateurs, en l'occurrence Corentin et Mehdi. Je ne sais pas s'il est là, Mehdi. C'est des gens qui sont au quotidien dans les réa et ils pourront nous parler justement de ce qu'ils pensent de tout ça. Donc je suis désolé s'il y en a qui souhaitaient réagir. Je sais qu'on comment dirais-je, on a un timing à respecter. On reviendra de toute façon aux questions après. Donc ouais, je l'ai vu, Mister Docteur Truc. Vous m'entendez, les gars? Ah, t'entends. Ok, parfait. Donc on va passer à la rubrique. C'est bon. C'est bon? Ça marche? Ouais, c'est bon. Nickel. Parfait. Parce que je te voyais, tu bougeais, tu t'arrêtais de bouger. Ouais, j'avais des trucs à faire. Des trucs à faire, ok, ça marche. Du coup, on va passer à votre interview. Déjà, je vous remercie d'avoir répondu présent à l'appel de Radio Corona. Je trouve ça remarquable d'avoir accepté cette invitation. Donc, présentez-vous. Je te laisse te présenter, Mehdi, et après, je te laisse te présenter, Corentin. Non, c'est pas Mehdi, c'est Mohamed. Mehdi, c'est mon frère. Je suis… C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, moi c'est Mohamed. Vous me voyez ou pas? Parce que je me vois plus. Non, on te voit, ouais. Parfait, nickel. Donc Mohamed, moi je suis interne en anesthésie-réanimation en 7e semestre à Marseille. Là, actuellement, je suis en périph', je suis à l'hôpital de Toulon. Posté initialement en anesthésie, mais du coup, on a été réquisitionné du fait de l'épidémie en réanimation. Donc, on est de là où on peut, en fait, surtout là, à l'heure actuelle. Voilà, sinon, par ça, pour les présentations, je pense que c'est déjà bien. D'accord, très bien. Désolé pour l'erreur, c'est n'importe quoi. T'inquiète, c'est pas grave, c'est pas grave. Et je passe la parole au grand Corentin. Merci. Du coup, moi, je suis un peu plus jeune. Je suis qu'en 3e semestre, mais je suis en anesthésie réa aussi. Et donc là, en ce moment, je suis en stage de réanimation et je suis à Percy, c'est l'hôpital militaire au sud de Paris. Donc voilà, et donc pareil, en ce moment, on fait plus de la réa classique, hein, on fait que de la réa Covid. Nous, en gros, je pense que ça a été pareil d'ailleurs dans son hôpital, Mohamed, mais en gros, ils ont créé nous pas mal de sous-réa en fait, où maintenant on met que des Covid. Et la particularité aussi de Percy, c'est que du coup, vu que c'est un hôpital militaire, ils avaient un peu des lits de réserve pour les crises, si tu veux. Et donc là, ils en ont ouvert quelques-uns pour justement les Covid uniquement. Voilà. Très bien. Alors moi, je voulais vous poser une question simple parce que justement, c'est intéressant que vous veniez de deux structures différentes, de deux régions différentes. Est-ce que vous pouvez me raconter, de façon succincte, si possible, le parcours d'un patient atteint de symptômes qui finit dans votre service? Comment ça se passe exactement? Je vais donner la parole à Mohamed et puis, on la passera à Corentin, on va faire comme ça. Ouais, vas-y, ça marche. Alors, il y a deux types de patients, du moins en l'occurrence à Toulon, mais c'est un peu pareil à la Timone. Il y a le patient qui vient pour des symptômes respiratoires. Alors lui, d'emblée, qu'il soit positif ou négatif, il sera mis dans une réanimation Covid. En tout cas, c'est ce qu'on fait à Toulon. Après, si le patient ne présente pas de détresse respiratoire, mais qu'il
qu'il y a des signes indirects pouvant l'évoquer. Ce qu'on a créé, c'est une zone tampon qui est en l'occurrence les zones là où il y a les blocs d'endoscopie initialement. Donc ça permet d'isoler les patients le temps d'avoir le résultat. Et selon le résultat, soit il est orienté dans une réanimation Covid ou une réanimation non Covid. Et en fait, finalement, au tout début de l'épidémie, c'était assez rare en fait cette orientation-là. Il y avait encore de la place en réanimation Covid, donc on pouvait se permettre d'accueillir même des patients qui n'étaient pas au début. Mais en fait, finalement, par excès, certes, mais bon, vaut mieux agir comme ceci, parce qu'on a eu des surprises. Finalement, tous les patients maintenant transitent par cette zone et on attend le résultat du test pour ensuite les orienter. Pour le moment, on manque pas de place, donc, et on n'est pas autant en galère qu'à Paris ou dans le Grand Est, parce que la vague, ça fait plusieurs semaines qu'on nous l'annonce, mais on l'a pas autant perçu pas autant subi qu'à Paris ou dans le Grand Est. Alors peut-être parce qu'on a eu le temps de se préparer, il y a peut-être ça, parce que nous, dans l'hôpital de Toulon, par exemple, il n'y a qu'une seule réanimation à la base, et la deuxième qui a été créée spécialement pour les patients non Covid, c'est la salle de réveil du bloc opératoire, donc une salle, la fameuse grande salle commune. Et elle est ouverte maintenant depuis bien 3 semaines, facilement, ouais, un peu plus de 3 semaines. Donc on a eu le temps en fait de se préparer, d'accueillir les patients. L'unité de soins intensifs cardiologiques a été réquisitionnée vendredi, mais il n'y a pas encore de patients. Et Marseille, c'est pareil, ça s'est fait crescendo. On avait déjà ciblé les zones qui allaient être ouvertes, potentiellement accueillir, comme il disait au Corentin, les sous-réa pour accueillir en vase communicant ou vase déversant les différents patients. Et finalement, les hôpitaux ont encaissé, mais n'ont pas subi. Je pense qu'à Paris, tu me diras, Corentin, mais de ce que j'ai pu entendre, tu pu me dire mes co-internes, c'est que là, pour le coup, à Paris, c'est vraiment le feu, quoi. Donc, dans le mauvais sens du terme. Ouais. De ce que tu viens de dire, en gros, là, ce que tu racontes de l'organisation de ton service, c'est un peu ce qu'on avait il y a 2-3 semaines à Paris, parce qu'on pouvait se le permettre, ce qui n'est plus du tout le cas. Moi, je ne suis pas dans un hôpital de la PHP, on est vraiment juste à la limite de Paris, donc on a eu un tout petit délai, on a eu une semaine pour se préparer, peut-être un peu plus qu'eux. Mais en gros, au début, on a essayé de faire ça avec donc des zones tampons, séparer les urgences en 2 parties, etc. Il y avait même 2 entrées différentes à l'hôpital en fonction de si on avait des signes respiratoires ou non. Donc voilà, il y a plusieurs trajets différents. Nous, au début, il y avait déjà donc les patients qui se présentaient aux urgences pour fièvre, tout classique. Et on a aussi au début, nous, accepté, vu qu'il y a déjà tous les hôpitaux de l'intérieur de Paris Intramuros qui débordaient. Moi, j'étais de garde le week-end, il y a 2 semaines, où ça a vraiment explosé, mais d'un seul coup, mais vraiment du jour au lendemain. Et dans une même journée, j'avais des appels, mais j'ai eu des appels de tous les hôpitaux de Paris. Ça sonnait, mais je sais pas combien de fois par heure, on me proposait des patients. On a rempli. En gros, la semaine, on avait vidé la réanimation principale qui fait 14 lits. On avait diminué l'activité du centre de réanimation des brûlés pour en gros réunir à la fois le centre des brûlés et la réanimation classique de notre hôpital où il y a 2 réa habituellement. Donc chez nous, normalement, on a 30 lits en tout, 15 et 15. Et du coup, dans une des réa où il y avait 15 lits, on a fusionné toute l'activité réa classique de d'habitude. Comme ça, on avait libéré 15 lits d'un seul coup pour faire une réanimation qui sera pure Covid. Et en plus de ça, on avait ouvert le secteur de crise dont je vous ai parlé où il y avait déjà 10 lits. Et donc, je vous imaginez, du jour au lendemain, quasiment, on a eu 25 lits disponibles. En 3 jours, ils ont été remplis avec que du Covid. En 3 jours. Et ce n'était pas suffisant. Donc, la semaine qui a suivi, on a dû commencer à ouvrir du coup la salle de réveil pour mettre des patients à la base pour faire une zone tampon. En 3 jours, la zone tampon a été saturée, c'est devenu une nouvelle réanimation. Et du coup, là, dans les étages maintenant, on est obligé de créer carrément une aile en gros où il y a des respirateurs où on peut mettre les patients qui sont là depuis un petit moment maintenant, qui sont moins graves, pour en gros faire une unité de sevrage aspiratoire. Et des fois, on doit aussi accepter en fait de laisser des patients, des fois dans le service des urgences, quelqu'un respire un peu plus longtemps, le temps de lui faire une place. Malheureusement, c'est pas toujours évident. Et donc au début, on acceptait donc des gens qui étaient gravissimes, des autres urgences de l'AP quand ils n'avaient plus de place dans leur réa. On avait nos propres patients à nous, en fait, même dans les services qui décompensaient, parce que en fait, on a même eu des cas de Covid nosocomiaux, parce qu'il y avait simplement des infirmiers, des médecins qui étaient malades, qui ont contaminé des patients en fait qui étaient là depuis très longtemps. Et donc en fait, on avait nous-mêmes des besoins à l'intérieur même de notre hôpital de gens qui étaient contaminés tellement le virus se répand à une très très grande vitesse, quoi. Donc nous, on a été très très vite saturés. Les zones tampons, maintenant, c'est quasiment tout devenu des réa.
Je vois, enfin, la HEGP, pareil, ils essayent de créer toujours plus de lits, mais ça devient délicat parce que du coup, on peut plus faire de la réanimation efficace parce que clairement, on manque de matelas enfin, qu'il faut, quoi. Enfin, je vois, nous, en salle de réveil, c'est pas des matelas anti-escar qu'on a. Donc, par exemple, pour tout ce qui est décubitus ventral, qui est vraiment le traitement qu'on utilise peut-être le plus pour cette pathologie-là, c'est pas adapté. On commence à manquer de mousse, pareil, pour les décubitus aussi. Là, il n'y a pas longtemps, on était vraiment à 2 doigts de la pénurie tout simplement de sédation, voilà, de produits. À Paris, ça a été très, très juste. On a tellement limité l'activité des blocs. En fait, on a utilisé les drogues des blocs pour pouvoir pallier au manque. Bon, là, à peu près, ça a l'air d'aller à peu près parce qu'on est en train de recevoir de nouveau du matériel. Et par contre, le matériel pour se protéger, nous, je sais pas comment c'est à Marseille, mais là, on a rendu avoir des tenues en tissu qui se déchirent d'un rien, qui protègent que dalle. On a encore quelques masques, mais on est hyper rationné. On a le droit à 3 par jour. Donc, ça fait pile poil ce qu'il faut normalement en horaire de comment ça tient, donc ça va. Mais on sent qu'on tire vraiment, vraiment sur la corde, quoi. Et on n'a pas du tout le matériel des Chinois ou qu'on pouvait voir sur les Italiens des fois. Je sais, avec les grosses tenues 3M là, qui montent avec une capuche inclus, etc. Je les ai jamais J'ai vus. jamais vu ça une seule fois. Même à la Pitié, ils n'ont pas ça. Hein. Ah Jamais ouais, en France. Marseille, il y a un service à Marseille qui en a, mais c'est tout, quoi. Sinon c'est les surblouses papier et Ouais, c'est ça. les blouses de bloc, quoi, c'est tout. Enfin, les tenues stériles de chire, quoi. Ouais. D'accord. Bah, je fais bien de parler de ce sujet, justement. C'est un des sujets que je voulais aborder avec vous, c'est ce que je vous avais dit avant l'émission, c'est la question des pénuries. Est-ce que vous avez l'impression, bah, du coup tu abordes la question, est-ce que vous avez l'impression que vous manquez de choses en fait, que vous n'avez pas été, comment dirais-je, les choses n'ont pas été faites en amont pour que justement on soit paré à accueillir une telle crise. Sachant qu'il y a eu des signes avant-coureurs, qu'on a peut-être vu un peu les choses arriver. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un manque au niveau de l'organisation, on va dire, peu importe les responsabilités, mais est-ce que vous avez l'impression justement de manquer de moyens euh, dans votre pratique quotidienne, surtout toi, Corentin, puisque c'est vous qui avez l'air d'être les plus débordés, entre guillemets. Euh, fr- Franchement, c'est juste, quoi. On sent que c'est juste et que en termes de moyens, on va dire, pour l'instant, tout ce qui est médicamenteux, ça va. On a même accès au Plaquenil, même si, bon, on ne sait pas encore si c'est efficace ou pas. Si on veut, en tout cas, on peut le mettre. Bon, après, l'efficacité, etc., c'est un autre débat et c'est pas le sujet. Mais en tout cas, oui, nous, on en a encore un petit peu. Tout ce qui est drogue, etc., pour l'instant, on y a accès sans trop de problèmes non plus. Même si là, ça, à 2-3 jours près, ça a failli être très, très chaud. Et par contre, en termes plutôt de moyens, ouais, tout ce qui est logistique avec donc les lits, les mousses, ça, on n'y pense pas, mais les patients, quand ils mettent sur le ventre, souvent, on les met sur des mousses ou vous savez, Ouais. comme au bloc, là, les gélatines jaunes, etc., Ouais. les choses comme ça. Ça, clairement, on n'en utilise plus. Voilà, ça, c'est pas compliqué. On en a tellement qu'on n'en a pas assez pour tout le monde, même en prenant ceux du bloc. Donc, on fait autrement. Après, bon, pour l'instant, ça fonctionne. On arrive à plus de bien se débrouiller. Et par contre, c'est en termes de moyens humains aussi, où là, du coup, c'est un autre délire. Parce que clairement, on a dû déjà, donc, vous imaginez, augmenter de nous, enfin, ça fait 25 lits presque de plus de réanimation. On ne les trouve pas du jour au lendemain, les infirmiers de réanimation, ni les aides-soignants, ni les chefs, Ouais. etc. Du coup, déjà, bon, toute l'activité du bloc, nous, elle a été revue à la baisse, mais à tel point que maintenant, on n'accepte que quelques urgences de temps en temps. Tout le bloc programmé a été arrêté, sauf urgence extrême de cancer. Et encore, on commence déjà à réorienter les très grosses chirurgies de cancer vers des hôpitaux qu'on qualifie de propres, où il y a vraiment zéro Covid et où ils refusent tous les Covid. Je crois que c'est le cas de Montsouris qui maintenant récupère toute notre activité oncologique. Et du coup, voilà, toutes les infirmières et infirmiers ou aides-soignants et aides-soignantes qui étaient au bloc ou même dans certains services maintenant descendent en réanimation pour faire des choses qu'ils n'ont jamais fait avant. Ouais. Donc, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Déjà qu'on a beaucoup plus de patients, on peut pas non plus se reposer, enfin, on peut pas se reposer comme avant sur un personnel aussi efficace et habitué parce qu'ils apprennent en même temps en fait qu'ils sont mis face à la situation. Donc, c'est pas Ouais. forcément évident. Là, ça commence à prendre un petit peu, mais ouais, en termes de moyens humains, on est vraiment, on est juste, quoi. Et puis même nous, en tant qu'interne, du coup, on nous a demandé de faire plus de gardes, donc il n'y a pas eu de problème. Sauf que déjà, on était déjà à 5-6 gardes par mois. Là, on est plus sur du 8-10 par mois, donc ça commence à faire vraiment beaucoup. Ouais, on commence vraiment à être crevé, quoi. Mais bon, on a vraiment pas le choix. Surtout que l'activité de nos gardes est beaucoup plus prégnante qu'avant. Enfin, je sais que même en termes de ce qu'on faisait avant, des draps,
ça arrivait d'en avoir de temps en temps, mais là, on n'a que ça, en fait. Ouais. C'est pas Mais un ou ça, deux patients dans le service, c'est des dizaines. Et donc, qui implique des thérapeutiques qui prennent du temps, donc comme le décubitus ventral. Et nous, pareil, on commence à faire de l'ECMO alors qu'on n'est pas un centre qui en fait. Donc, ouais, ça nous pousse quand même à tirer très très fort sur la corde, encore une fois, et aussi sur nos pratiques. Après, on apprend des choses, mais bon, c'est un peu au dépend malheureusement des patients, quoi. Et comme tu disais, parce que tu parlais de la HEGP tout à l'heure, moi, bon, j'y vais pas trop, Ouais. mais c'est là-bas où je suis, donc j'ai un peu des échos. Et pour le coup, comme tu disais, il y a un manque de moyens humains sur des services où, pour le coup, on peut pas, que ce soit les aides-soignants ou les infirmiers, on a besoin de Mhm. personnel formé comme tu parlais du décubitus C'est ventral, mieux, ouais. etc. C'est des choses que tout le monde ne maîtrise pas. Et puis la réanimation, c'est quelque part pour le personnel paramédical quelque chose de très très spécial. Et nous, enfin nous à l'HEGP, tu as des chefs de gastro ou de que sais-je qui se retrouvent à faire aide-soignant dans des services. Enfin, tu Ouais, as dû entendre exactement, ouais. parler. Ouais. Tu vois, tu as Ouais, tout à fait. 80 lits maintenant de réa, je crois, à l'HEGP, où tu as tous les. Ouais, c'est ça, c'est énorme. Tu as la réachir. Tu étais passé à l'HEGP, toi, il me semble, au premier semestre, non? Ouais, j'étais allé, ouais. Ouais, bah, tu as vu la réachir, l'USC, l'USIC aussi, ça a été Mm. converti en Tout à réa fait, ouais. maintenant. Et il manque tellement de moyens humains qu'ils envoient des chefs d'autres spécialités Ouais, des PU et tout, ouais. servir d'aide-soignants, d'infirmiers. Ils envoient aussi Ah des ouais. externes. Ils envoient aussi des Et il y a externes. même Michel Simès qui a aidé à faire l'aide-soignante de temps en temps Ouais, ouais, mais à c'est pas le seul. HEGP. Ah ouais. Et ouais, C'est celui Oh, qui ce ouais, que ouais, j'avais ouais. pas vu. c'est celui qui s'est fait médiatiser, mais beaucoup, même, enfin, moi je suis en gastro actuellement à Et HEGP. beaucoup, ouais. Mm. Et mes chefs, ils vont retourner des patients et faire l'aide-soignant, en fait. Parce que, C'est comme tu as dit, ça. il y a des activités, comme tu parlais tout à l'heure des salles d'endoscopie qui sont utilisées. C'est des activités qui sont énormément, enfin, sur lesquelles on réduit énormément l'activité et donc qui sont redistribuées soit sur les SAS, tu parlais des SAS tout à l'heure, Mohamed, soit sur faire du travail de paramédical dans les services de réanimation. Ils ne sont pas formés parce qu'effectivement, le travail de réanimation, c'est quand même quelque chose d'assez assez C'est à spécifique. part, quoi. Ouais. Bah écoutez, et toi, Mohamed, est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir des pénuries, que ce soit sur le plan humain ou matériel? Au niveau matériel, pas trop. Oh, pardon. Je suis sur le téléphone, excusez-moi. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, On parfait. t'entend. Ouais, parfait. Sur le plan humain, non, sur le plan matériel d'abord, pas trop. Sur Toulon, hormis les masques canards qui sont un petit peu rationnés, mais en fait, c'est plus de crainte de l'abus en fait de certains personnels. Parce qu'au début, il y a eu des cas de vol de partout. Donc, ils ont été planqués. Et en fait, on est rationné pour éviter l'abus de masques. D'accord. Les masques chirurgicaux, ouais, tu as dit? Non, j'ai dit d'accord, parce que ça m'étonne ce que tu disais. Ouais, donc on a eu des vols. Donc masques canards sont planqués, mis sous scellés et distribués de façon rationnée quand il y a un patient Covid suspecté ou positif. Les masques chirurgicaux, non, mais après, voilà, comme Corentin, c'est les moyens humains. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé à former sur le tas en fait, des gens qui n'ont jamais fait de réanimation. C'est de la réa de guerre, hein, c'est de la réa de campagne. Faire une réanimation dans une SSPI, tu vois, c'est pas ça s'est pas vu depuis des années ce type de service ouvert en open space. Donc former les gens, parce que donc on a composé au bloc avec les e-bods parce que voilà, comme à Paris les blocs ont été annulés sauf urgence et Ouais. cancéro. Donc faut mettre les e-bods sur le coup, les IAD qui ont jamais fait de réanimation, même s'ils sont formés quand même à l'anesthésie, donc au moins pour ça ils peuvent nous aider. Les aides-soignants pareil qui ne sont pas habitués aux soins de réanimation, et les déculisses ventraux. Là à Marseille, ils sont en train de recruter les internes de chirurgie pour retourner les patients, et peut-être même les externes. Ouais. Ouais, je sais que je crois que ça se fait, voilà, ça se fait à Paris et dans le Grand Ouais, la Est. CGP d'ailleurs aussi, ouais, la pitié. Les orthos, c'est l'équipe DV maintenant, quasiment tout Ouais, le c'est temps. ça, mais ils sont en train de la créer là, Ouais, sur la Timone à Marseille. ça. Et Ouais. ils sont, voilà, parce que les chirurgiens, pareil, avaient envie d'aider, mais ne savaient pas trop comment. Donc, Aussi, ouais, grave. alors là, le débat actuellement, c'est est-ce qu'on peut se permettre de contaminer des personnes qui ne sont pas potentiellement contaminées? Mais bon, si on en arrive à un point où on se retrouve débordé comme chez vous, on va être obligé, quoi, parce que c'est compliqué, c'est long,
c'est chronophage. En soi, le geste, c'est juste un geste technique, quoi. C'est pas un geste médical, c'est pas un geste qui nécessite une réflexion ou un soin particulier. Donc, c'est juste ça, on en a fait, besoin ouais. de bras, quoi, en fait, pour libérer du temps médical. Grande question, grand débat, de toute façon, tout au long de l'année, le temps médical. Mais voilà. Après, voilà. À Marseille, le manque de masques et de blouse se fait ressentir. Là, il y a eu des appels sur les journaux locaux, les pages de Facebook locales pour des collectes de matos. Donc, je sais qu'il y a des entreprises de menuiserie, de BTP et tout qui viennent livrer les hôpitaux. Toulon moins, mais Marseille, ça commence. Ouais. D'accord. Et vous, à votre, on va dire, échelle personnelle, même si bon, peut-être que c'est pas quelque chose que vous aimeriez aborder, mais je vais poser la question quand même. Est-ce que vous ressentez du fait, comme tu as dit, des gardes qui sont plus nombreuses, etc., une certaine fatigue, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychologique, et même les gardes, je pense que c'est pas des gardes habituels où parfois c'est assez léger, etc. Je pense que c'est des gardes qui sont quand même assez costauds par rapport à d'habitude, ce que tu me disais, Corentin, c'est non-stop en fait. Est-ce que vous avez le sentiment est-ce qu'il y a un sentiment d'épuisement, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan physique, que vous commencez à ressentir ou non, du fait de l'activité qui est forcément doublée ou triplée avec ce que ça engendre, avec l'impact que ça peut avoir sur les équipes soignantes, en l'occurrence vous? Tu vois qui commence, comme tu veux, Mohamed. Vas-y. Moi, ouais, clairement, surtout physique. Psychologique, ouais, bon, comment dire, on s'y était un peu préparé quand on voyait les Italiens, surtout qui avaient de l'avance sur nous, qui avaient beaucoup de décès, etc. On s'attendait vraiment à une hécatombe, mais bon, on en a beaucoup, mais franchement, je m'attendais limite à pire que ça. Parce qu'après, on a eu le temps de s'organiser aussi pour faire les choses bien, je pense, donc ça va. Mais ouais, on a énormément de décès et bon, c'est malheureusement l'histoire naturelle de cette maladie où on ne peut pas non plus faire des miracles, hein, pas pour tout le monde du moins. Surtout quand on voit le terrain des patients qui sont touchés, souvent des gens qui sont quand même obèses, diabétiques, hypertendus et qui ont très peu de réserves respiratoires et qui franchement passent pas le cap de cette maladie, quoi, ou en tout cas pour qui il faut des thérapeutiques, à mon avis, parfois déraisonnables. Mais après, ouais, sur le plan physique, ouais, c'est sûr que c'est extrêmement crevant. Je sais qu'avant, sur mes gardes de réa, je pouvais quand même dormir de temps en temps 3-4 heures sans trop de problèmes. Là, c'est plus possible en fait, hein. Je suis constamment appelé, ça s'arrête vraiment jamais. Notamment pour les horaires de DV, des fois ça tombe en plein milieu de la nuit parce qu'on n'a vraiment pas le choix. On est appelé vraiment pour plein de choses aussi parce que comme je te disais, donc les infirmiers sont pas forcément tous en malaria, donc sont beaucoup plus demandeurs que d'habitude, sont moins autonomes. Et donc ça, c'est vrai que bon, c'est le jeu, hein, il faut qu'on soit là et on n'a pas le choix, mais vu qu'on a plus de gardes et qu'on a du personnel qui n'est pas forcément aussi performant qu'avant, c'est beaucoup plus épuisant que ça ne pouvait l'être, c'est sûr. Donc ouais, là, clairement, ça devient juste. Pour te dire, là, en termes de week-end, j'en ai 4 d'affilée là où je bosse, quoi. Donc là, j'ai mon premier week-end que dans 2 semaines et ça fait un moment déjà que j'en ai pas eu. Ouais, là, je commence vraiment à être vraiment très, très crevé. Donc, Et ouais. t'as un repos de garde? J'ai mes repos de garde à chaque fois. Ça, par contre, oui. Il est sur En son fait, repos de garde là. là, voilà, aujourd'hui, c'est mon repos de garde. Mais j'ai que des repos de garde, en fait, pour me reposer en ce moment. Ok. Là, on a négocié, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir avoir un jour de off par semaine quand même, en plus de nos repos de garde quand ça passe. Et malgré ça, ça nous fait 80, voire 100 heures par semaine, hein. Malgré les repos de garde et les jours de off, tellement en fait, on fonctionne quasiment que par garde, quoi. À Marseille, c'est moins lourd. Et sincèrement, on a augmenté un peu plus notre nombre de gardes, mais on n'en est pas autant qu'à Paris, autant que toi, Quentin. L'épuisement, ouais, il est physique parce que psychologiquement, le plus dur psychologiquement, en fait, c'est l'investissement et je pense la répétition des tâches. Confirme-moi, Corentin, pardon, c'est pareil. Mais le fait de faire tous les jours la même chose, répéter les mêmes choses, et sans voir de réelle avancée, même si on commence à avoir des patients qui sont extubés, qui sortent même de réanimation. Donc ça redonne un petit peu d'espoir, mais c'est vrai que au tout début de la crise, à un moment donné, on a eu un petit pic quand même dans le sud, et tu avais l'impression que c'était tous les jours pareil. Et puis tu fais tout le temps la même chose. Donc, bon, heureusement que que je navigue entre la réanimation Covid et non Covid. Donc ça permet de revoir quand même certaines choses et me libérer un petit peu. Et je tourne aussi sur la maternité, donc pareil, des fois je refais un peu d'anesthésie, heureusement.
Mais la répétition des tâches, c'est ça qui épuise les équipes, quoi. C'est infernal. C'est vraiment un cercle infernal où tu sors plus, quoi. Je comprends. Et moi, j'ai une question à vous poser, toujours sur ce plan-là. Vous qui connaissez un peu la réa, je pense que ben, vous avez tous les deux des semestres de réa dans les pattes. Vous savez à quel point dans ces services-là, où la mort est très présente, le rapport aux familles est extrêmement important. Il y a beaucoup de temps qui est consacré Ah ben, en ce moment, ouais. à la discussion avec les C'est familles. bien d'en parler. Ouais, parce que là, en ce moment, ça n'a plus rien à voir. Et Alors, je ne sais pas si c'est pareil d'ailleurs pour toi dans le sud, Mohamed, mais ouais, nous maintenant, il y a plus déjà l'hôpital est fermé au public. Les gens qui viennent à l'hôpital, c'est que des gens malades, tout simplement. Donc, les gens, s'ils veulent des nouvelles, donc soit ils sont dans les services classiques, les patients, et donc du coup, ils ont leur téléphone normal, voilà. Mais pour ce qui est de la réa, nous et les patients Covid, entre autres, les familles ont le droit d'appeler une seule fois par jour entre 13 et 17 heures pour avoir des nouvelles, une seule personne. Voilà. C'est tout ce qu'on a. Et on les appelle que s'il y a un avis d'aggravation, que s'il y a un décès. Mais encore une fois, c'est que des annonces téléphoniques. Donc ouais, c'est sûr que ça a beaucoup changé la façon de travailler d'avant, où avant, on se débrouillait toujours pour que le patient il puisse partir quand on savait qu'il allait décéder. On se débrouillait pour faire venir la famille, que tout le monde se réunisse autour de lui et soit là pour quand il parte. Et avant, on faisait des réunions en salon des familles, etc., avec tout le monde, avec le psychologue, etc. Là, tout ce qu'on peut faire, c'est proposer un numéro de téléphone de psy, voilà, appeler de temps en temps. Et ouais, non, franchement, ça a beaucoup dégradé, on va dire, la qualité, en tout cas, des annonces. Ouais, ça, c'est sûr. Et comment vous positionnez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez de justement on va dire, ces mesures-là? Est-ce que vous les trouvez adaptées? Je pense que voilà, quand on est dans le monde un peu médical, on finit par se détacher un peu bien que je pense pas qu'on devienne totalement dénué d'empathie ou quoi, mais je pense qu'on finit par avoir un certain recul vis-à-vis de la mort, etc. Mais je pense que vous avez quand même vous questionnez quand même éthiquement sur ce que vous faites, etc. Surtout dans ces services-là où la mort est très présente. Et comment vous positionnez par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez de ces mesures un peu? Vous les trouvez peut-être un peu dures? Quelle est votre réflexion vis-à-vis de cette situation d'exception, comme tu l'as dit, dans le rapport aux familles, dans la communication, qui est plus du tout la même. Quand tu dis à quelqu'un dont le père, la mère, le grand-père va peut-être mourir, qu'il a le droit d'appeler qu'une fois de telle heure à telle heure, la seule annonce que tu lui feras finalement, c'est une annonce grave, bien qu'on sache que dans les services de réa, ça peut être assez commun. Ou inversement, hein, c'est pareil, quand ils s'améliorent et qu'on les extube, on Ouais. les prévient aussi, hein, Dieu merci. Mais ouais. tu vois, il y a plus, enfin, physiquement, il ne le voit plus. Si le patient meurt, tu me diras comment c'est, mais il me semble qu'il n'y a pas de, pareil, il n'y a pas de, enfin, Non, il n'y a plus maintenant, ouais. il y a plus de visites, y compris à ce moment-là. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Et Mohamed, je crois que tu n'as pas répondu juste avant, donc je vais te laisser commencer. Vas-y, désolé. De tout ça. La question tout à l'heure, c'était vis-à-vis des familles. Ouais, le rapport aux familles, est-ce qu'il a été, peut-être que toi ça n'a pas été le cas, est-ce qu'il a été bouleversé comment tu te positionnes par rapport à ça? À Toulon, on arrive encore à voir enfin dernièrement, là, parce que c'était la semaine d'avant où j'étais en réa Covid, on arrivait encore à voir les familles uniquement en entretien, mais ils ne pouvaient pas voir le patient. Mais c'est vrai que maintenant, c'est hyper dur, hein, c'est très dur comme moyen de procéder. Surtout que même nous, en tant que soignants, on aime bien voir le retour de la famille, comprendre leur ressenti, savoir ce qu'ils ont compris, pas compris, et participer, et les faire participer, entre guillemets, pas au projet, mais qu'ils soient, voilà, qu'ils comprennent les démarches médicales et le sens dans lequel on va. Là, c'est très brutal, hein, et malheureusement, pour protéger justement les familles dans ce contexte d'infection, on est obligé maintenant de procéder à ça. Alors, c'est pas, les familles peuvent encore appeler, mais savent qu'ils doivent utiliser voilà, les appels avec parcimonie, parce que les équipes sont épuisées. Donc, on les prévient par téléphone voilà, qu'il n'y a qu'un seul interlocuteur, qu'il ne faut pas que toute la famille appelle, et on donnera les nouvelles qu'à une seule personne. Ils peuvent appeler quand même le matin et l'après-midi pour avoir des nouvelles infirmières et des nouvelles médicales. Mais c'est vrai que c'est difficile, même pour les soignants, paradoxalement. On pourrait penser que le fait d'éloigner les familles nous facilite les choses, mais en fait, pas du tout. Non, clairement pas, ouais. D'accord, ouais.
Donc il y a vraiment un Et en impact. termes de… Ouais. Je te laisse parler. Non, juste que pour revenir sur le deuxième point que tu voulais aborder sur la dureté ou non de cette prise en charge, honnêtement, ça me choque pas de ne pas faire venir les familles, car franchement, quand on voit la gravité de nos patients et surtout des fois même l'âge des familles qui nous appellent, quand c'est par exemple le conjoint de quelqu'un qui a lui-même 60-50 ans, et notamment quand je vois le nombre des fois même, j'ai eu des couples entiers, plusieurs couples en réa, où il y avait vraiment le mari et la femme à côté, hein, tellement les gens étaient malades. Des fois, malheureusement, tu en as qu'un qui survit, etc. Donc, tu te dis que, en fait, s'il y en a un qui n'a pas le Covid, autant qu'il reste bien chez lui et qu'il ne vienne pas à l'hôpital. Donc, non, ça ne me paraît pas si dur que ça, du moins, de ne pas les faire venir. Après, pour ce qui est des nouvelles, peut-être oui, on pourrait essayer de faire davantage, notamment élargir au matin. C'est juste qu'en fait, on n'a pas le temps. C'est pour ça qu'on leur dit 13-17 heures, parce que le matin, si on fait le plus de soins. Et donc, voilà, c'est souvent les infirmiers qui répondent l'après-midi. Bon, après, on reste toujours disponible, hein. Quand ils appellent pour la médecin, on le fait. Alors, je sais qu'il y a des patients, ils appellent quand même à 21 heures, ils n'ont pas le choix, mais on le comprend. On refuse jamais un patient. C'est juste on essaye au maximum que les gens appellent entre ces horaires-là. Et par contre, voilà, si la nuit quelqu'un s'aggrave ou qu'il y a une prise en charge, on n'hésite pas à appeler à toute heure de la nuit, ça c'est certain. Mais ouais, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. Après, je crois que tout ce qui est post-réa, plutôt USC ou unité de sevrage, en Italie, ils ont essayé de faire des choses avec notamment des iPads et tout ce qui est FaceTime, etc. Je crois qu'à la Pitié, ils essayent de développer ça aussi avec leur robot humanoïde, là, qui est une tablette sur le torse. Là. Mais bon, c'est des choses, voilà, c'est encore une Des fois, moyens. Quand on là, il aura faut des des masques, moyens. quand on aura des C'est masques, ça, déjà, c'est ça, quand on aura des masques, peut-être qu'après, on pourra penser avoir des iPads. Donc, ouais, il faut faire peut-être les choses dans l'ordre. Mais disons qu'au moins, rien que laisser les gens avec leur téléphone dans les unités de soins, ce qui n'est pas le cas partout, ça pourrait déjà être ouais, un bond en avant pour ceux qui ne sont pas intubés, ça c'est sûr, parce que je sais qu'il y a des endroits où on n'autorise pas forcément d'avoir ses effets personnels et entre autres le téléphone. Mais bon, en tout cas, ouais, là, ça commence à faire de plus en plus étant donné le contexte actuel, quoi. d'accord. Ben, tu as quelque chose à ajouter, Mohamed, là-dessus? Non, pas du tout. Tout a été dit, effectivement. Ça va être compliqué. Il faut penser à l'après-Covid. Là, pareil, on ouvre des unités de réanimation, mais maintenant, il faut ouvrir des unités de réhabilitation respiratoire. Et donc, ça, je ne sais pas si tout le monde en a pris conscience, parce que Toulon, c'est le cas, mais Marseille, c'est pas encore le cas pour tous les services. Mm. Je pense que Paris, je ne sais pas comment c'est, mais Si, ça va être long, ouais. parce que ça va perdurer même après au prochain semestre, quand on va changer on va tous se retrouver avec des centaines de patients en insuffisance respiratoire chronique ou subaiguë, enfin subchronique, pardon, en post-réa, dont il faudra s'occuper, quoi. Et qui vont emboliser des lits pendant un moment. C'est juste. Ben, moi, j'ai une question, on va dire, question de ressenti, mais ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que vous avez l'impression actuellement, vous qui êtes sur le terrain quotidiennement et dans les unités les plus graves, qu'on est encore sur une pente ascendante ou plutôt descendante? Moi, je vous pose la question parce que moi, je suis externe, je suis déployé à l'HEGP sur un SAS. C'est ce dont tu parlais là, le SAS. On a aussi un SAS Covid à l'HEGP où les patients qui arrivent des urgences qui sont testés et on ne sait pas s'ils sont positifs ou pas, vont dans ces sas-là, même puisqu'ils ont une indication à l'hospitalisation, et attendent en fait de savoir s'ils sont négatifs ou non, et on les orientera après dans des unités propres ou sales. Ces sas-là, par exemple, ils ont été mis en place justement pour l'organisation, et on se rend compte qu'actuellement, ils sont vides. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de qui arrive, ou moins. Donc on se demande, comme ça, même si ça vaut rien, hein, c'est de l'impression, si on est encore sur une phase ascendante où on va devoir encore ouvrir plus de lits. Il y a aussi des choses qui se font avec des transferts ferroviaires, etc., vers d'autres hôpitaux et continuer à être dans le dur. Ou est-ce que vous avez le sentiment quand même que on est sur une phase de stabilisation ou descendante? Est-ce que je parle juste de sentiment. C'est un sentiment et vous êtes dans le service le plus grave, entre guillemets. Donc peut-être que vous n'avez pas la même vision des choses qu'un urgentiste ou autre. Et je voulais avoir votre ressenti sur la question. Vas-y, Corentin. Bah, honnêtement, là, ce week-end, c'était un peu plus calme. On va dire que déjà, bon, ils occupent déjà bien
on va dire, la réanimation des patients qui sont là, mais on a eu moins d'appels extérieurs. Et tu parles des transports ferroviaires, pas plus tard que ce matin d'ailleurs, on en a mis quatre dans le train, hein, de patients de chez nous. Et on va dire qu'aussi toutes ces mesures de continuer d'augmenter les lits, de transférer des patients ailleurs, ça a permis d'accueillir encore plus de patients. Donc en fait, on a essayé certes, le nombre de patients continuait de monter, mais il y avait également le nombre de notre capacité qu'on a monté. Franchement, c'est monstrueux ce qu'on a pu faire comme travail. On ne s'en rend pas forcément compte maintenant. Mais même tous ces transports en train que font les urgentistes, c'est quand même incroyable. Et ça permet de vachement désengorger quand même les réa parisiennes qui sont encore sous le feu. Et là, clairement, on commence à se rendre compte que de faire ça permet en fait de calmer un peu les entrées parce qu'on a tout simplement on a augmenté notre capacité par rapport à avant. Il y a ça aussi qui joue. Mais ouais, quand même, on a l'impression que ça se stabilise avec ce qu'on a mis en place actuellement. Donc en fait, ça reste quand même absolument démesuré. Là, ce qu'on fait, c'est viable parce que franchement, tout le monde y met du sien, etc. Mais à long terme, bon, je sais pas si ça le sera, mais clairement, ouais, c'est en train arrivé à peut-être à un plateau, on a des doutes. Peut-être parce que là, ça y est, il y a les premières mesures de confinement en plus qui commencent à faire leur effet. On a 2 semaines maintenant. Donc, ouais, il y a certainement de ça. Là, ce dont on a peur, ouais, c'est plutôt le relâchement du confinement, justement, là, qui se voit très, très bien. Et en fait, c'est l'histoire naturelle aussi d'une pandémie où on fait du confinement, on déconfine, on reconfine, etc. Là, c'est qu'on va petit à petit s'orienter vers un déconfinement pour refaire circuler le virus. De toute façon, on va falloir le faire tant qu'on n'a pas de vaccin et qu'on puisse avoir une certaine immunité de groupe. Mais ouais, là, pour l'instant, c'est plutôt en train d'arriver sur le plateau, là. Enfin, en tout cas, chez nous, à Paris, quasiment dans tous les centres, c'est plutôt le plateau. Moi, je te laissais parler en premier parce que justement, ça a commencé chez vous. Ben, nous, ça fait 2 semaines qu'on nous annonce la vague. Et en fait, on a eu un petit pic la semaine dernière où les réas se sont bien remplis, mais tu vois, c'était pas le feu. Et donc, en fait, on l'attend toujours, la grosse vague, comme dans le Nord, on l'attend toujours. Donc, on espère ne pas l'avoir. Parce que, certes, on est préparé, mais bon, autant ne pas le subir si c'est possible, pour justement pouvoir accueillir les patients des autres zones surmenées, on va dire. Comme ça a été, je sais pas où est-ce qu'ils ont été transférés, tes patients, nous on en a reçu quelques-uns, Dans du moins l'Ouest pour plutôt. Marseille en tout cas. Marseille Ouais. a reçu, voilà, que ce soit l'hôpital au CHU ou dans les hôpitaux militaires, avait reçu quelques patients et des patients de Corse aussi. Parce qu'ils étaient également surchargés. Mais c'est vrai que pour le moment, ça se stabilise, même dans le sud. Donc nous, on nous annonce un pic peut-être cette semaine, mais encore une fois, voilà, ça fait 2 semaines qu'on nous l'annonce, le pic. Donc faut espérer que le déconfinement ne soit pas la phase de nouvel accroissement de l'épidémie. Mais bon. Tout à fait. Alors, il paraîtrait, j'ai pas vu les articles encore, mais il paraît que c'est le cas en Chine. Ils ont confiné en début de semaine toute une région, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi hein, si vous vérifiez l'info, mais il me semble que c'est ce qui s'est passé en Chine là cette semaine. J'ai pas eu l'info, mais C'est à Hong Kong aussi, où ils ont reconfiné, je crois. Ouais, c'est une région de 600 000 Ouais, habitants qu'ils ont confiné. C'est le chiffre ça repartait. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on va se retrouver avec une épidémie chronique? Est-ce que ça va être saisonnier? Est-ce qu'il Grave. va falloir attendre que tout le monde soit immunisé? Bon. Parce qu'après, peut-être que la question va être posée, mais c'est l'histoire de l'immunité collective que voulait adopter initiellement l'Angleterre et les Pays-Bas. Et finalement, on voit que malgré ça, ils sont revenus sur la position et l'épidémie est en train de flamber chez eux aussi. Donc, Bah, c'est que éthiquement, c'est quand même, ça implique de tuer des eh milliers et oui, des milliers de personnes, quoi. Donc, c'est ça prendre le pari de de se nos dire, jours, bon, ouais, tu le fais avec mais en un même temps, virus c'est qui n'est pas aussi, très virulent, mais là, ça permet, bon, certes, c'est sûr, ça permet de sortir très vite de la crise, mais au prix de milliers et de milliers de morts. C'est ouais, tout ce qu'on pouvait voir sur Twitter là par rapport au hashtag la flatten the curve. On voyait bien le premier graphique comme ça, là où tout le monde attrapait d'un coup et du coup on dépassait les capacités de réa et puis aplatir la courbe où justement ouais. on était juste en dessous du seuil de réa et où justement on pouvait à peu près sauver tous les gens qui peuvent l'être du moins. Et nous, notre Ouais. but, ça a été vraiment en ce moment d'aplatir à la fois la courbe et de monter nos capacités de réanimation du moins en France.
même si bon, c'est vrai que le confinement après a été mis peut-être un peu tardivement en place et de manière Ouais. beaucoup moins autoritaire, on va dire, que dans d'autres pays, et ce qui est un peu dommage à mon sens. Mais bon, après, on a D'accord. vraiment un gros système de santé, on va dire, où il y a un gros système de solidarité, où du moins on a pu mettre en place des choses incroyables qu'on ne voit d'ailleurs pas forcément dans d'autres pays. Et c'est aussi pour ça qu'on s'en sort pas si mal aussi chez nous, pour l'instant. Totalement. Ouais. D'accord, bah, c'est très bien. Bon, je pourrais vous poser des questions à l'infini, mais je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui auraient peut-être des questions à vous poser, donc c'est pour ça que je vais laisser la parole Ça aux autres marche. afin qu'ils puissent poser des questions, puisque vous êtes une source tellement riche d'informations pour le thème qu'on a. Donc je vais laisser les autres poser des questions et vous pourrez y répondre. Il n'y a pas de questions. Ah, Ah, bah, je pensais. Il me semble qu'il y avait une question sur le chat. ouais, Euh, j'ai vu qu'il passait quelques messages, mais je il y a les ai une pas tous lus. question, c'est vous imaginez comment l'après-Covid d'un point de vue sanitaire? Certains décrivent des pics épidémiques dès que le confinement prendra fin. Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus. Bah, parce que l'information venant de Chine, le reconfinement d'une. Alors, je sais plus si c'est un reconfinement ou un premier confinement de cette région. L'article, je l'ai lu en diagonale, en toute honnêteté, mais donc à vérifier. Mais ça peut potentiellement se passer. Soit il y aura un nouveau reconfinement, ou ça va être saisonnier avec des petits pics par moment, un peu comme la grippe. Donc, je sais pas. Sincèrement, j'ai pas l'information, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Personnellement, en tout cas. Peut-être que Corentin, tu peux plus nous éclairer si vous avez plus d'infos là-dessus, mais Après, j'avoue, non, moi non plus, hein, je suis pas infectiologue mais et même en dehors de ça, oui, c'est clair, on connaît même pas les on n'a pas le suites. recul. Voilà, Ouais, ce virus, on le connaît depuis même pas 6 mois. On sait même pas s'il va muter aussi, tout simplement, parce que c'est aussi une Comme la évolution grippe, possible hein. d'un virus, hein. Donc oui, voilà, et là, à ce moment-là, oui, tout à fait, il pourrait y avoir des pics saisonniers. Et sinon, j'ai lu quelques modèles de petites études où ils disaient que peut-être il faudrait faire un modèle avec, donc voilà, avec donc confinement pic, mais toujours plus bas en fait, jusqu'à ce qu'on puisse tolérer un fond où il circulerait encore quelques traces du virus. Bon, c'est une piste envisagée. ouais. Et sinon, si peut-être on se décidait d'arrêter d'avoir des mesures sanitaires trop faibles, on pourrait peut-être faire comme les Coréens, où ils ont un confinement partiel, où en fait ils testent tous les gens qui ont des symptômes et ils les confinent eux. Donc, ce qui est plus logique en soi de confiner les malades Bah ouais. voilà, après de laisser circuler les gens qui ne l'ont pas. C'est plutôt en ce sens qu'il faudrait, mais du coup, ça implique voilà, donc un dépistage de masse. Et donc là, ça n'est plus du tout sur les moyens qu'on a chez nous. On commence enfin déjà, on a mis du temps à avoir les PCR dans tous les centres hospitaliers. Au début, il n'y avait que 3 centres à Paris. Après, petit à petit, on a commencé à l'avoir partout, sauf qu'après, il y a eu pénurie de liquide pour analyser les PCR. Donc, ouais, en fait, il y a eu plusieurs moments qui ont été compliqués. Là, maintenant, ça commence un peu à être un peu partout. Même les médecins de ville, maintenant, peuvent faire doser la PCR Corona. Donc, Mm. peut-être qu'on va s'orienter vers ça pour faire au moins un confinement, on va dire ciblé, quoi, ce qui serait quand même plus logique. Et voilà, donc laisser les gens fragiles à l'abri ou les gens malades à l'abri. Et puis voilà, quoi. Bah, écoute, très bien. Moi, Yann, j'ai une question. Moi, j'ai une question, moi. ouais. Oui. Vas-y. Euh, j'ai vu, enfin, je voyais passer dans les infos que maintenant, ils retrouvaient en réanimation les gens qui avaient attendu très longtemps avant de venir à l'hôpital. Enfin, plutôt les jeunes qui ont plutôt tendance à attendre longtemps avant d'appeler le SAMU pour venir. Et est-ce que ça a une conséquence de tarder d'appeler pour venir à l'hôpital? Enfin, parce que les traitements, visiblement, il y en a pas. Donc, c'est quoi la conséquence d'attendre, en fait, au final? Concernant que le corona ou toutes les autres pathologies hors corona, Non, justement? non, celle-ci en particulier. En corona? Ouais. Bah, euh, je ne comprends pas en fait, ta question de base par rapport au retard. Et tu penses que les gens appellent moins en fait à cause de ça? Non, en gros, il disait que les jeunes avaient plus tendance Ouais. à attendre que ce soit vraiment très grave avant d'appeler. Ouais. Qui Bah, se je disent sais c'est pas pas. grave, c'est pas grave. Mais ouais. Ouais. Après, ça vient aussi de l'histoire naturelle de la maladie, dans le sens où souvent c'est une pathologie qui évolue en deux phases, où il y a au début une phase avec des symptômes qui sont donc ça dépend en fait enfin quand on est jeune, ça peut être juste comme un petit rhume ou quelque chose comme ça, et chez les personnes âgées, ça va être déjà plus d'une
insuffisance respiratoire quand même beaucoup plus marquée. Et d'un seul coup, en fait, on va passer sur une détresse respiratoire. Ça dépend, c'est 1 semaine à 15 jours, ça dépend beaucoup des gens. Et par contre, pareil, cette phase, c'est pas le cas de tout le monde. Et en fait, voilà, c'est vrai que chez le peu de jeunes qu'on a en réanimation, c'est pas tant qu'ils ont attendu pour consulter, parce qu'en soi, on ferait rien de plus à l'hôpital que chez eux, à part que, en fait, s'ils sont à l'hôpital, ils peuvent contaminer du monde. Et en fait, voilà, c'est que du jour au lendemain, ça va être sur quelques heures seulement. Le patient peut se dégrader à une vitesse incroyable. Enfin, du moins, c'est le recul qu'on a, nous, sur ce qu'on a vu. Je sais pas si c'est pareil à Marseille, mais en tout cas, le peu de Ouais, patients c'est qu'on a eu, pareil, c'est pareil. De quoi? C'est ça, en fait. Au début, ils hospitalisaient assez facilement. Ouais, Et c'est ça. C'était des personnes jeunes. Quand je dis jeunes, voilà, c'est entre 18 et 50 ans, qui avaient 1 litre d'oxygène, à la limite 2 litres au tout maximum. à fait. Et donc, ils entrent le matin. Et en fait, l'après-midi, la réanimation est appelée parce qu'ils se retrouvent à monter le débit d'oxygène de façon beaucoup trop rapide. Donc, c'est vraiment une dégradation ultra rapide. Donc, donc, que ce soit à l'hôpital ou à la maison, l'avantage à l'hôpital, c'est que la réanimation interviendra un peu plus rapidement, mais sans réel bénéfice. Je ne sais pas si ça change vraiment en termes de Mm. durée d'hospitalisation ou de mortalité. Mais c'est des gens qui se dégradent très très vite, ouais, comme dit Corentin. C'est dans la journée, quoi. Et moi, j'ai une Ouais, tout question à fait. là-dessus. C'est ce qu'on m'a rapporté. Il paraît que c'est des patients qui n'ont aucun signe, enfin, souvent qui n'ont pas de signe d'insuffisance respiratoire clinique. On se base sur la saturation en fait qui diminue sans avoir de tirage ou Ouais, c'est vrai. de signes Chez les jeunes, d'insuffisance. ouais, c'est pour ça, ouais. Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué ça de votre côté. Si, tout à fait, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est des grosses hypoxémies profondes, sans vraie détresse. Et du moins pour les jeunes, les vieux, oui, les vieux sont plutôt, présentent plutôt des signes de détresse, mais les jeunes, pas tant que ça. Ouais. Mais voilà, ils se retrouvent très vite, l'infirmière t'appelle parce qu'il a 6 litres d'oxygène aux lunettes en l'espace de moins de. C'est aussi ça le cut-off que vous avez pour l'AREA, c'est le 6 litres. C'est ça, ouais, le fameux 5-6 litres pour la réa. Ouais. Ok. Bah écoutez, très Et bien. ouais, ouais, tout à fait. Et, genre, et on avait, c'est qu'en fait, avant des patients comme ça, on aurait pu tenter d'autres techniques avant de les intuber, entre autres l'Optiflow et la VNI. Mm. Bon, à la base, on disait qu'il fallait pas le faire parce qu'en fait, vu que c'est des techniques où il y a beaucoup d'air perdu, on va dire, qui n'est pas dans un circuit, ça peut tout simplement diffuser le virion et tu risques tout simplement d'infecter l'infirmière, le médecin, l'aide-soignante qui est dans le coin. Donc au début, en fait, les patients, il y avait des protocoles, du moins c'était à la pitié. Dès qu'il était à 10 litres, on se disait on va l'intuber. Comme ça, il était à 10 litres d'oxygène, donc ce qui est déjà énorme, hein, on va pas se mentir. On le passait à 15 litres, comme ça il pouvait avoir un peu de réserve, on l'intubait à peu près confortablement et ça se passait plutôt bien. Bon, maintenant, en fait, il y a tellement de patients qu'on est obligé, en fait, dans les étages, de tenter ces techniques-là malgré tout. Donc, bon, ouais, c'est vrai que c'est pas un profil aussi ouais, de pathologie Ouais. enfin, comment dire, qu'on traite classiquement là. On sait comment les traiter, mais juste vu que vu le contexte, on doit faire autrement. Ouais, c'est ça. Le petit flot t'en décrié. Le Ouais. fameux petit flow, ouais. Le Eh oui. fameux petit flot. Tout le monde revient dessus, même à Marseille. Marseille a suivi Paris totalement dans les démarches. Donc, c'est intubation première d'emblée dès Mm. que plus de 5-6 litres. Et en fait, finalement, ils sont en train de revenir dessus avec de la VNI, l'Optiflow, soit avant ou après, même en sevrage, maintenant, Ouais, ça se fait. Parce que c'est des patients qui finalement se rétablissent vite en termes d'hypoxémie, mais enfin d'hématose, pardon, mais en fait, ils perdent en compliance. C'est des patients que quand tu les réveilles, là par contre, ils sont très vite en détresse. Et en fait, c'est ça qui rend long le sevrage finalement. C'est plus tant l'hypoxémie sur la fin, en deuxième phase, mais c'est plus la réhabilitation respiratoire. Donc tout le c'est monde marrant revient parce on a exactement le même profil de patient. Ouais. Il s'améliore très très vite sur les 5-6 premiers jours. On se dit, voilà, 1 semaine, on va peut-être tenter même de les extuber. Et c'est toujours à ce moment-là où il y a une phase un peu down où ils vont se redégrader un peu et où tout à fait, voilà, l'inflammation des poumons va se majorer et où ouais, ça va être un peu plus délicat, notamment en termes de compliance, comme tu disais. Mm. Bon, après, et après aussi, le fait de les intuber très vite, c'est parce que c'est aussi les recommandations MS qui ont été faites sur les premiers cas avec les Chinois. Parce que, Oui. après, voilà, eux, ils n'ont pas les mêmes pratiques que nous non plus.
l'optiflow, c'est très franco-français. Enfin, moi, je sais que je connais bien, ça très bien. Ça vient à Poitiers, c'était développé de ouf quand j'étais. Je m'en souviens très bien. Et bon, la VNI, pareil, du coup, c'est un peu l'un contre l'autre. Donc, c'est vrai que c'est des choses en France qu'on aime beaucoup étudier. Et en Chine, je suis pas sûr que ce soit autant développé que chez nous, entre autres. Sachant que ça vient un peu d'ici. Bon, et du coup, ouais, c'est clair qu'on fait un peu les choses à notre sauce. Et je pense que de toute façon, là, dans les années à venir, là, il y en a on va bouffer pendant 10 ans des études de Covid. Ouais. Tellement on a de passion et de matière à faire, quoi. Donc, je pense que par contre, ouais, ça va être riche d'enseignements pour les épidémies à venir et les situations type Vitra qu'on pourra rencontrer dans les années à venir aussi. Alors, il y a une question intéressante qui rejoint celle que je voulais vous poser originellement avant de me rendre compte que personne n'avait de questions. Corentin, j'avais vu que tu avais partagé un article de Mediapart sur les applaudissements. Il me semble que c'était Ah oui, oui, à tout à 20 fait, heures, tout à fait. avec cette espèce d'héroïsation du personnel soignant. Et là, il y a une question qui, à mon sens, rejoint un peu ce qui est posé. Comment expliquez-vous le contraste entre le manque de moyens à l'hôpital et pourtant le travail assez incroyable d'efficacité qui est fait? Je crains qu'on soit presque trop performant pour obtenir davantage de moyens dans le futur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que c'est vraiment pas faux. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus et je sais, je sais pas, mais dans le milieu médical et paramédical en France, on a quand même ouais, des valeurs qui n'ont rien à voir avec des gens qui travaillent dans d'autres domaines et pas qu'en France. Et je sais pas pourquoi en France, on a vachement plus une culture du sacrifice qu'on n'a pas forcément dans d'autres branches, quoi. Donc c'est vrai que les gens ne réfléchissent même pas quand on leur dit qu'ils vont faire autre chose, qu'ils vont faire plus d'heures, etc. Bon, pareil, quand Macron nous dit après coup qu'on aura une prime, bon, honnêtement, en tant qu'interne, moi, je m'en fiche de ne pas l'avoir parce que je sais que plus tard, quand je serai médecin, je gagnerai correctement ma vie. Mais disons que j'espère que pour au moins les paramédicaux, ce ne soit pas juste une promesse pour les motiver. De la même manière que ce sont ces applaudissements, c'est vraiment juste, franchement, on s'y attendait pas si vous bossiez aussi bien, mais du coup, continuez comme ça, bravo les gars. C'est vrai que ça résonne un peu comme ça. Donc oui, c'est vrai que c'est dommage du coup après que le matériel ne suive pas. Même si bon, il y a quand même des initiatives qui sont faites. Il y a beaucoup de gens qui ont des grilles LVMH, etc. par rapport au gel hydroalcoolique, mais en vrai, c'est une bonne chose. Et Dieu merci, heureusement qu'ils convertissent un peu leurs usines pour ça. Je crois que c'est pareil d'ailleurs dans le sud, c'est Ricard hein, qui fait du gel hydroalcoolique maintenant. Ouais, Ricard s'est lancé dans la production. C'est Ouais. pour ça, ouais. C'est une bonne chose. Je les ai pas Non, vus, non, mais il paraît, ouais, il paraît. C'est pour ça qu'il y a moins j'ai de entendu. patients à Marseille. Eh ben ouais. Peut-être. Avec Le le professeur Ricard Raoul. sort directement. Mais non, tout à fait. Je pense que ce sens de sacrifice, je pense qu'il vient de l'histoire du système de santé français, tout simplement. La création après de la sécurité sociale après la Deuxième Guerre mondiale, le système solidaire, le social, le fait qu'on vit dans une société plutôt socialiste. Donc les gens, en fait, ont encore ces valeurs-là voilà, de sacrifice, d'investissement et de dévouement parce qu'on est fier quand même, mine de rien, de ce système de santé dont tout le monde nous jalouse un petit peu dans le monde. Il faut dire qu'on a de gros moyens. Mais moi, j'aime bien comparer le système français un peu avec l'URSS, c'est-à-dire des moyens technologiques monstrueux, mais avec des moyens de base qui sont parfois inexistants ou aberrants. Donc un peu comme l'URSS qui avait la bombe atomique, mais qui n'avait pas forcément les moyens de la déplacer ou de la larguer quand il fallait, ou les moyens humains. Mais ouais, je pense que c'est lié à l'histoire du système de santé français qu'on puisse autant Ouais. s'investir. Parce que je sais pas si, hormis peut-être dans l'armée, mais sinon, je sais pas où on pourrait voir autant d'investissements de la part de tout un corps, enfin plus qu'un corps même. Ouais, le corps de sanitaire français, quoi. Bah, très Après, bien. moi, les applaudissements, ça me dérange pas, mais parce que je les Non, mais je entends suis pas assez non d'accord plus. avec toi. Ouais, ça te dérange pas. Non, mais je pense que l'article, ce qu'il disait, c'était pas tant que ça dérangeait les applaudissements, c'était plus que ça participait à une héroïsation que le gouvernement, sur lequel le gouvernement cherchait à s'appuyer pour faire passer plus ou moins la pilule aux soignants. Ah bah oui, Ah, mais ça c'est c'est sûr. totalement ça, c'est totalement ça. C'était Ça, plus, ça, c'était plus dans ce sens-là, en fait. Et que les gens y participaient inconsciemment. Bien sûr, on ne dit pas que les gens participent à un complot avec le gouvernement. C'était plus que ça participait inconsciemment à cette
culture de l'héroïsation, alors qu'en fait, les gens sont juste normalement en train de faire leur métier, quoi. C'est Oui, ce voilà, ouais. de faire et on les met en avant alors que s'ils avaient les moyens de le faire correctement tout le reste de l'année et à ce moment-là, en l'occurrence, on les applaudirait même pas parce qu'ils seraient juste en train de faire leur métier dans des conditions optimales. Je pense que c'est plus dans cet esprit-là que la tribune a été écrite dans Mediapart. D'accord. Ouais, je ne l'avais pas lu, l'article Mediapart. Mais ouais, Il est intéressant. Mais tu sais que j'en avais parlé dans la radio d'avant et que Oui. j'avais mis le lien. Mais je te l'enverrai, comme ça tu pourras lire, peut-être si ça t'intéresse. Ouais. C'est assez bien construit, c'est assez court. C'est comme la PHP qui paye des food trucks de crêpes et café pour un seul personnel. Une façon d'acheter des gens. Bon, après ça, je sais pas. Non, mais même en dehors de ça, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que, et bien en dehors de la PHP, il y a beaucoup de marques, mais je ne pense pas qu'à Marseille, vous soyez touché autant que nous là-dessus. Mais entre autres, à la HEGP, et alors la Pitié, la RIB, c'est juste abusé. Genre, à la base, au début, ouais, il y a eu des restaurateurs locaux qui amenaient un peu de bouffe pour par solidarité, comme ça peut se faire de temps en temps à Noël ou des petites choses comme ça. Franchement, c'est top. Mais c'est arrivé à un point où genre maintenant, tu as toutes les marques qui s'y mettent. Enfin, je vois la HEGP en Ouais, réa. à la CGP, Ils ont, t'as des boîtes Le Nôtre mais qu'on reçoit. voilà, T'as non, des mais ça, trucs, c'est mais la jamais bouffe. des Mais en super dehors de la bien. bouffe, il y a carrément des entreprises de meubles. Ils ont des lampes de telle marque qui meublent carrément leur salle de pause. Il y a Fatboy qui leur a donné plein de pouf. Il y Ah a. ouais. Ouais, Ah, ça non, va. mais ça va super loin. Ça va Ah, la vraiment CGP, super loin. c'est la fête, là, c'est la teuf, là. Non, mais c'est Putain. un truc de Nous, ouf, on est hein, au stade, franchement. on est qu'au stade de la bouffe, nous, pour le moment. Non, mais Mais je sais ils pas si leur ça ont arrive. offert des machines à café. Mais quand j'ai des machines, c'est genre les machines de pro avec des graines, mais genre des trucs qui valent jusqu'à 500 balles. Et Ah ouais. ils en leur offrent 3 ou 4, quoi. Enfin, des trucs, mais c'est abusé. Enfin, je vois à la Pitié, c'est pareil. À la RIB, c'est pareil. À la RIB, ils bouffent le nôtre 2 midis sur 3. Enfin, vraiment, c'est pas Ah comme ouais. s'ils mangeaient de temps en temps des petits trucs. Et du coup, après, les marques en profitent pour les mettre sur leur compte Instagram en mettant, regardez ce qu'on fait pour telle équipe de tel machin, etc., etc. Et voilà, il y a un peu de côté. Il y a à la fois donc des chefs qui font vraiment des comptes solidaires où du coup ils sont carrément anonymes et où donc c'est des assos ou qui vraiment apportent de la bouffe aux soignants. Et ça, c'est très très bien. Mais ce qui est moins cool, c'est que bon, ou disons c'est un peu plus comme du greenwashing si vous voulez. Ouais, ils vont en profiter en disant voilà, donc on vous donne tel truc, tel truc, tel truc, comme les influenceuses. Et en gros, là, ils servent de certains médecins surtout pour faire un peu les influenceurs. Bon, après, c'est vrai que c'est sympa de nous donner du confort comme ça, mais bon, on sait très bien que ça va durer 2-3 mois et qu'après, il n'y aura plus personne. Et Ouais, qu'après, ce ouais. sera les mêmes personnes qui reviendront aux urgences pour un doigt de pied coincé dans une porte. Voilà, ça va finir comme ça, c'est certain. Ah ouais, mais Est-ce que les gens viendront manifester avec nous après la crise, quoi? Parce qu'on est, Exactement, faut pas rappeler qu'on exactement. était en S'ils grève en viendront, ouais. décembre encore, hein. Ah ben c'est ça, Et pas que nous, bien sûr. les infirmières qui se faisaient tabasser et gazer par les CRS, ça, c'était il n'y a pas si longtemps, hein. Putain, ça, c'est clair. Ouais, tout à Mais fait. en plus, la crise, je pense, et c'est ce que vous devez vous dire aussi, je ne sais pas si vous avez le temps de vous poser ces questions-là, mais j'imagine que vous imaginez déjà le post-Covid où vous allez vous taper tous les retards de prise en charge, toutes les décompensations de tout ce qu'on peut Ah imaginer. oui. Et le temps le temps de normalisation, je pense, de l'activité, normalisation entre guillemets de l'activité hospitalière, je pense qu'il va être beaucoup plus long que simplement le temps du déconfinement ou de l'arrêt de la propagation de ce virus ou de l'immunité collective. Je pense que après, vous allez vous taper, mais tous les gens qui sont pas venus par peur de choper un truc, Ouais, qui ouais. vont penser sur je ne sais quoi, et ça, faudra les prendre en charge aussi. Ah, mais ça, c'est Ouais, attendu. complètement. Il y en a qui disent que le retour à la normalisation à l'hôpital sera et pour septembre, quoi, parce qu'il y aura les vacances au Ah oui. milieu. Donc c'est septembre où la vie va se normaliser à l'hôpital, quoi. Un retour à la normale. T'as oublié les comas éthyliques aussi du post-déconfinement, parce que ça, Ah, moi, j'ai ça des c'est collègues clair. qui me l'annoncent déjà, quoi. Ah, ça c'est clair. Ah, Ah putain. ouais. Bah écoutez, très bien, je vous remercie. C'était très, Merci à très toi. enrichissant. Ben, merci à toi. Vous Ouais. auriez des questions, je laisse quand même l'occasion aux auditeurs de poser des questions s'il y en a. S'il y en a pas, je vais vous laisser soit quitter si vous avez d'autres choses à faire ou rester avec nous pour la suite de l'émission. Ah, bah, je vais vous laisser. Merci à tous, en tout cas. Et bravo pour le Merci maillot de de vous l'OM. laisser. Ah Je oui, Merci savais pas beaucoup. faire la remarque. j'ai floqué Raoul à la fin de tout ça. Ah, putain, le Caraoul, putain. Ah mais Raoul, Ah, là, là.
C'est notre idole ici. Ah ouais. Ah, c'est notre idole ici à Radio Corona. C'est notre idole. C'est devenu même Internet. Rien que pour ça, c'est mieux que le prix Nobel. Il devrait arrêter avec ces. Pour moi, Raoul, c'est le sauveur. C'est le sauveur, mais on ne veut pas l'écouter encore. On Ah, le comprendra dans Raoul, son Raoul, c'était des problèmes de com. Moi, je pense qu'il s'est mis à dos des gens mais parce qu'il a mal fait la com. Mais il est habitué, pour le connaître, parce que ça a été mon prof, il est comme ça. Donc, Ah, tu l'as il a connu? toujours fait ça. T'as connu Ouais, ce phénomène, mais il faudra que tu nous en parles dans une autre radio, là. bah, ça, la semaine prochaine, si tu veux. On va lui Dimanche, consacrer une radio entière. On va lui consacrer 5 heures de live. Alors, c'était mon prof en deuxième et troisième année. Après, depuis, je ne l'ai plus recroisé. Si, il nous a fait un cours, cours d'infectieux, mais c'est tout. Quoi. T'as senti son odeur et ça, c'est largement suffisant. Ça, Ah ouais, mais bon, faudra que tu nous en parles. l'histoire de Raoult, elle n'est pas toute blanche. Hein, Elle est pas toute blanche. Ah, là, c'est non, intéressant. ouais. À la prochaine radio, là, tu vas venir. Ouais, ça marche. Ça Bah, marche. très bien, merci beaucoup en tout cas. Merci Ouais. beaucoup. Et bon courage. À Surtout. bientôt. Bon courage pour la Merci beaucoup. vous aussi, les gars. Et les Merci. filles. Salut. Ciao. Bah écoute, merci Corentin. Merci Moha. Bah, ils sont partis, je crois. On va pouvoir reprendre le cours de l'émission. Agnès, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Je vois que tu es déconfiné pendant l'interview. Du coup, j'ai écouté, du coup. vous avez des remarques à faire sur Non, c'était clair. Hein. C'était clair, j'avais pas tellement Ah, de questions. franchement, bien, ouais. T'es Voilà, intéressé? Ah bah ils sont partis, j'avais mis leurs réseaux sociaux, si vous voulez aller les suivre. Mon petit partage d'expérience, pardon. J'aime bien mettre les réseaux sociaux des invités, comme ça, si vous intéresse. Bah, très bien. Bah, écoutez, on va revenir au sujet originaux, à savoir là où on était concernant le retentissement psychologique et cette fameuse étude du Lancet. À moins que ça vous saoule et que vous vouliez passer au sujet d'après, comme vous préférez. Ou si vous voulez faire une pause, on peut faire la rubrique d'Inès. Ça, c'est la pause d'Erka. Bah, allons dire pause d'Erka, allez. Pause d'Erka. Hey, Inès, t'es prête? Inès, déjà, remets ton micro. Non, parce que je veux pas. On va pas se remettre dans un truc un peu dur. À voir si tu vas plus me passionner que la pédiatrie. Ah ouais. T'es là, Inès? Oui, mais attends. Vous m'entendez mieux sur téléphone? Ouais, on t'entend. Ah, c'est Attends, bon. Ça sera là. Alors, Inès, vous l'avez déjà vu. C'est celle qui a écrit un peu sur Mon incroyable personne. Ah, c'est à cause d'elle, il y avait Louis Mouloud. Vas-y, quoi? Vas-y, la fois, il y avait Louis Mouloud. J'ai dit, c'est à cause de cette personne qui avait Louis Mouloud la dernière fois. Ouais, c'est elle. C'est elle qui a ramené Louis Mouloud, effectivement. Elle a quitté maintenant. Bah non, elle est là. Mais non, je suis là. En fait, je suis passée sur téléphone parce qu'on entend mieux. Ok. Du coup, est-ce que tu es prête Attendez. à faire honneur à ta rubrique? Alors, ma rubrique, je tiens à dire que c'est des thèmes imposés. C'est pas moi qui choisis. La dernière fois, je devais... On m'entend ou pas? Oh, on t'entend parfaitement. Ouais. Ok, la dernière fois, je devais faire un poème sur la radio. Et cette fois-ci, j'ai dû faire un remix de Booba sur le thème de la néphro. Ça va vous plaire, ça. Bien joué, Shakid. Bien joué. Voilà. Non, mais c'est elle qu'il faut congratuler. Tu me permets de réviser le partiel, c'est bien. C'est la Derka. Bah oui. Non, mais c'est pas trop... Bref. Inès. Nous t'interrogeons sur les néphropathies glomérulaires à la fin. Moi, je vais pas... Inès, t'as toute notre confiance et t'as toute notre bienveillance. C'est-à-dire, on t'écoute là. Attends, faut que je mette le son. C'est une reprise de PGP. Ah, parfait. En plus, pas n'importe quel morceau. J'ai fait un couplet seulement. Vous m'en voudrez pas. C'est suffisant. Attends, je suis pas prête. T'es pas prête là? Si, mon texte, il a fait tout ça. Et en plus, j'ai répété. C'est juste que je suis stressée. Vous me mettez mal à l'aise. Sois pas stressé. Il y a juste 3 experts en néphrologie. On enlève nos caméras. Mais non, mais je vous vois pas de toute façon. Mais c'est pas expert en néphro ou quoi. C'est juste vous allez juger mon art.
C'est juste enregistré, ça finira sur YouTube et je vais stream l'extrait, je vais le mettre sur Insta. Mais Non, fais pas ça, s'il te plaît. non, t'inquiète. En plus, je tiens à rappeler que le DEMS, il a jamais fait mieux que moi. Il est pas là d'ailleurs. Si, il est là, mais il est pas, enfin, il a éteint sa caméra. Il joue du piano. Ok. Non, le Dems, t'inquiète, vu son couplet, ce sera que meilleur. Vous entendez le son derrière ou pas? Ouais. Ah, Shakib, t'as fait quoi, putain? Attends, Inès. On n'entend pas trop. Je crois que je vais mettre moi, et toi, tu vas rapper dessus. Mais tu peux mettre genre. Vas-y. Mais non, mais je vais pas entendre. Mais si tu vas entendre, tu vas entendre, t'inquiète. Là, vous entendez pas? Ah, c'est bon, là, on entend, ouais. On entend, mais pas trop bien. Genre, je vais entendre. Attends, dis-moi si t'entends bien, quand moi je le fais. Ouais, on entend bien. Vous entendez mon son dessus? Vous m'entendez là? Au pire, tu mets ton son, nous, on n'entend pas ton son, et Shakib, il met le sien. Ouais, voilà. Mais moi, vous m'entendez bien, moi, le PGB. Ouais, on entend Attends, bien, toi. tu peux mettre genre YouTube karaoké, comme ça, je sais un peu sur quoi Vas-y. guider. Du coup, c'est un rap? Ouais, c'est. Ouais, genre j'ai repris. Ok. C'est ça? C'est la première? Ouais. Comme ça, je fais le easy aussi. Bismillah, c'est parti. Elle a quand même dit bismillah. Bonne nuit, Yes. Putain, vous savez quoi, mon cœur il bat là. Shakib, il m'explose. Easy. Ton rein est abîmé, faut maîtriser les persuadés. Défaut et ça, physio, c'est long, mais c'est pas compliqué. On fait pas de grande école, mais on connaît l'HEC. T'applaudis avant terme, mais n'oublie pas de t'hydrater. Allonge-toi 2 minutes, l'externe va te faire un ECG. On t'est pointu symétrique, disparition de l'onde P. Calme-toi, c'est ton hypercalémie qu'on doit gérer. T'es insuffisant rénal, on va t'hémodialyser. C'est une urgence, mais c'est la fin de journée. Je vais donc arrêter le débit ici, te laisser crever. Voilà, merci beaucoup. Bah, franchement, J'étais un peu stressée. à part J'ai le bugué flow, vers la fin. qui était 0, franchement, le lyrics, pas mal. Franchement. Non, franchement, je sais pas, vous en avez pensé quoi là? Et il a dit, yes, wesh, c'est frais, bravo. C'est une lyricité. Non, franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, moi j'ai trouvé ça pas mal. Bravo. Déçu qu'on n'ait pas parlé du purpura rhumatoïde, mais sinon, rien à redire. Bah écoute, Alès, pour te faire plaisir, on va faire quelque chose. On va passer, sans plus attendre, à la rubrique néphro. Tadam. Oh. Voyez-vous ces deux reins? On les voit. Bah écoute, on va passer à la rubrique néphro. Et en fait, je vais vous poser des questions. C'est des questions ouvertes. Ah bah il est revenu. Il est venu pour la médecine, Adèle. Il est venu sanctionner. Il est venu pour honorer aussi. D'abord, je sanctionne. Alors, Adem, est-ce que tu as assisté à ce remix de PGP? Non, même pas. Somme toute Regarde. incroyable. Ouais, je regarderai la rediffusion avec. Avec yes. Alors, on va passer à la question glomérulaire. Putain. Avec ces deux items. Les troubles du kalium. Putain, c'est énervé ça. Ainsi que les diurétiques. Alors, c'est des questions ouvertes, c'est pas des QCM, hein, je te préviens. T'as l'air content là. Ça m'inquiète. Alors, quels sont les signes ECG d'une hypercalémie? Inès en a parlé, je crois. Ouais, j'en ai parlé. Alors, on vous écoute. Allez, chacun un signe. Allez. Les ondes T pointues, amples et symétriques. Oh. C'était mon signe, ça. Joli. Attendez, on va voir Mehdi, je crois qu'il est en train de s'exprimer en même temps. Allez, Mehdi. Tu as mis des contraintes du turfu, ça me termine. Mal répondre à ça va te propulser
Kerguelen, Anas. Il a dit quoi, Mehdi? Je sais pas ce que c'est Kerguelen. Kerguelen, moi aussi, je sais pas ce que c'est. Alors, Adem, tu connais les troubles du calibre? Une hyperkaliémie. Je sais pas. Une Allez, vas-y. irradiation. Allez, on vous préample laisse les symétriques. Quelqu'un d'autre, là. Diminution et disparition de P. Bien joué, bien joué. Abolition du murmure vésiculaire. Élargissement des QRS. Ouais, élargissement du PR. Chapeau l'artiste. Bon. Et sinon, des vraies réponses qui sont pas dans vos livres. Des vraies réponses qu'on apprend à personne. Des vraies réponses qui ne sont retrouvées sur aucun de ces jeux. Quid des canaux Trouble de la repolarisation, les ondes T pointues, la disparition de l'onde P, élargissement des Bravo. QRS et les ondes sinusoïdales et la systolie dans les formes CRS. Bravo à nous. Voilà, bravo. Donc voilà, je vous ai mis des petites illustrations, de ces ondes T de V2 à V4 et puis ces ondes P qui disparaissent. Donc voilà. Ça apparaissent à l'infini. Ah, l'excellent site de Pierre Taboulet. Lui-même. Notre Raïs à nous. Ah, encore lui. Encore lui fumier. Encore lui fumier. Alors, quels sont les signes digestifs d'une hypocalémie? Oh. Oula. Oh. Oh là là. Oulala. Oh là là. Oulala. Oh là là. Oula. Bah, merci à toi pour la réponse du coup. Alors, on peut faire une autre question. On peut faire une autre question. Quels troubles métaboliques peuvent donner des constipations? Ah bah, vous voulez pas répondre à celle-là? Mais on fait de la Ça, c'est néphro, plus on fait intéressant. pas d'hépatocation. On répond à celle-là et puis après on posera ta question. Parce que tu as donné la réponse. Bah vas-y, donne-la moi du coup. Pour vous La aider, constipation, dites-vous il est juste paralytique. Ouais. En fait, une hypokaliémie stimule les fibres, comment ça s'appelle? Musculaires lisses, d'accord? Attention, Par un mécanisme compliqué qu'on vous apprend pas. Attention, il s'apprête à dire n'importe quoi. Raisonnez avec ça. Raisonnez donc. Quel fils de pute. C'est pour ça que sa vie est ratée. Ça, on l'apprend. Il a dit quoi? Il est pas seul à moi. C'est pas toi qui choisis, bâtard. Bon, du coup, la constipation, l'iléus paralytique, syndrome de... Ah, syndrome de... J'en ai vu un en réa. Quelqu'un, syndrome de Gilby, tu peux nous expliquer? Bah, c'est un tableau d'occlusion conique, sans obstacle retrouvé ni étranglement. Voilà, avec une stase des matières stercorales. Et donc, ce qu'on va faire, c'est une coléoxyflation. Voilà, on va enlever tout le caca qui est coincé dans le côlon. Voilà. Bonne réponse. Et puis, il peut y avoir un retard de reprise du transit post-opératoire. Bah écoutez, on va poser la question d'Anas du coup, puisqu'il aime bien poser des questions. Il se prend pour l'animateur en fait. Je préfère les questions que les réponses. Vu que lui-même ne se pose pas de questions en fait. Vu que je comprends. Vu qu'il s'est passé. Oula, je fais du cerceau là. Vu qu'il pose des questions pour faire parler les bavards. Bah écoutez, quel trouble métabolique peut donner un tableau de constipation? Ouais. J'ai juste un peu réfléchir. Hypercalcémie. Mehdi il a donné une bonne réponse. Inès? Hein? Inès, Alors, Adem, est-ce que tu as une explication physique? Bon, l'autre, elle s'invente pas trop à moins d'avoir une explication. Non, bah, sur l'hypercalcémie ou sur la constipation en général, puisque tu as l'air d'être expert en absolu. La constipation, elle a plusieurs origines, Inès. Du coup, je te laisse donner toutes les origines.
Je vais pas vous tous vous les donner, ce sera un peu. Ce serait un peu au-delà de mes capacités et de mes connaissances. Au vu de comment tu présentes les choses, je préfère pas mélanger métabolisme et digestion. La digestion, c'est une autre question, tu sais. Beaucoup de phénomènes. Ah oui, effectivement. Ça commence avant tout par la bouche. Tu vois. Si tu sais pas que la langue est elle-même composée de 13 muscles, si je comprends pas la déglutition, tu peux pas comprendre la constipation. Tu vois. D'accord. Merci, Javi. Bon, on va passer à la question suivante. Bon, bah, du coup, l'hypomagnésémie, la dernière que je voulais vous faire dire. Ok, Ouais, merci. Citez-moi les 3 diurétiques de Lens. Bon, il y en a un qui est connu. Hein. Furosémide, à vous pour les réponses d'après. Je vous laisse répondre. J'aimerais pas te donner toutes les réponses. Ce serait vraiment arrogant de ma part. Les 2 autres ne sont pas très connus dans le monde de la science. Ils le sont pour ceux qui réfléchissent. Mais dis-moi. J'ai dit, je l'ai donné avant. Moi, je connais pas. Je connais pas d'autres. Bon, je vous les donne. Bumétanide. Je connais pas les autres. Et le pyréthanide. Donc, effectivement, le furosémide. Bumétanide qui est 5 fois plus efficace que le furosémide. En Merci. posologie, on donne 5 fois moins de bumétanide pour une unité de furosémide. Ça, faut le savoir. Ça tombe pas dans les SIDS après ça. Le Burinex me ouais, ça tombe pas dans les SIDS, mais ça tombe dans la vie quand je vais devoir sauver ta daronne. Ça tombe chez tes patients. Ça tombe dans le cadre de ce médicament. Apparemment, le Burinex brûle Mehdi. C'est un des... C'est un rapport d'1 sur 20 ou 1 sur 5, je sais plus. Ouais, allez, bouclez-la. Ferme-la. Qu'est-ce que... Enfin, la fraction d'expression. Quelles sont les valeurs... quelles sont les valeurs physiologiques de la fraction d'expression? Enfin, surtout la limite inférieure. Et d'ailleurs, il va nous dire NS, c'est quoi la fraction d'expression? La fraction d'expression du NA, la borne, c'est 1%, non? C'est combien? C'est 1%. Très bien. Bien joué. Et comment la calcule-t-on? Je sais pas comment on la calcule. C'est une fraction d'expression. C'est dans le nom. Ouais. Bah vas-y, comment on la calcule? Je vais te laisser faire. Non, mais je sais pas, parce que je sais pas quelle concentration est-ce qu'on prend pour faire ce rapport. Réfléchis. C'est la partie qui est passée dans les urines sur la partie filtrée. La fraction d'excrétion. La fraction qui est de ce qui est passé. Attends, répète. Merci à toi. C'est la quantité. T'as dit quoi? Du coup, c'est quoi la formule? C'est très simple. Tu prends l'os. Inès, Quoi? Inès, tu as une réponse à apporter en tant qu'expert de la... Non, j'ai pas de réponse. Ah, mais du coup, tu prends quelle concentration pour pouvoir retrouver la concentration de... Sachant que en gros, ça passe librement la membrane glomérulaire, le truc au-dessus, enfin, ça a un rapport avec la natrémie. Et tu prends la concentration qu'il y a dans les urines. Et après, pour le bail de volume, c'est quoi le rapport? C'est ça le bail? Ouais, je crois que c'est ça. Attends. Calcul. Du coup, c'est quoi? Vas-y, vous pouvez me donner une réponse finale. Vous avez un iono sanguin, vous avez un iono urinaire. C'est Moi, quoi? je sais pas du tout. C'est quoi les valeurs qu'on prend? Sans regarder sur Internet, évidemment. Non, moi, j'ai regardé pour savoir, je vais pas vous dire la réponse. Ah, mais la réponse, je l'ai juste après, donc ça sert à rien de la regarder. Oh, merci. Par contre, Shakib, on peut revenir sur ton béret et tes lunettes ou pas? En ça, genre. En ça, vraiment, genre. C'est quoi le message que tu veux truc? Ou peut-être que c'est juste esthétiquement, t'aimes bien et ça, je le comprends, tu vois. Mais bon, je comprends pas. Est-ce qu'on peut répondre à la question au lieu d'essayer d'éviter moi, je sais pas du tout. par des sujets annexes? Non, mais je t'ai dit, la fraction d'expression, pour moi, c'est le. Oui, mais du coup, comment tu retrouves la. Vas-y. Ce serait, je sais pas, moi, NA urinaire sur NA sanguin. Ok. C'est ta dernière réponse? Ouais. Mister Physiologie. Je sais pas, je pense. C'était la natriurie, effectivement, sur la natrémie, divisée par la
créatinurie sur la créatinémie. Donc, ce qu'il faut faire attention dans ce genre de calcul, c'est c'est d'homogénéiser les unités afin de retrouver un pourcentage. Ouais, c'est ça, tu prends un bail d'homogénéité. Il faut faire attention parce que souvent on a des valeurs millimolaires au niveau du iono urinaire et des valeurs micromolaires pour le iono sanguin. Donc voilà, comme ça vous saurez. Comment explique-t-on l'effet antihypertenseur des diurétiques, Mister Fallait réviser ou quoi? Ouais. Mister Physio? Ben, la tension, en fait, il faut prendre la loi d'Ohm à la base. U égale RI. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est pas une blague en plus. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Vas-y, fini. Donc, delta P. Donc, attention, delta P, c'est égal au débit fois la résistance. Ok. OK. Si tu baisses la volémie, le débit, c'est égal à la quantité, au volume divisé par le temps. Si tu baisses le volume, tu vas baisser la tension, entre autres. Ok, donc ouais, il y a déjà la baisse du volume et La baisse de la- il y a une hypovolémie provoquée par les diurétiques, comme leur mode d'action l'impose. Et Hein? comment ça hein Hein? Non, je rigole. Ouais, vas-y. Et donc? Et il y a en réaction une vasoconstriction, mais qui malheureusement n'est pas aussi importante que la perte de volume. Donc effectivement, il y a un effet hypertenseur. Donc c'est ça, un effet hypovolémique dont l'effet sur la baisse du débit cardiaque est imparfaitement compensé par la vasoconstriction réactionnelle. Voilà. Ok. Oula, on a eu la réponse. Donc je voulais savoir quels sont les deux systèmes qui s'activent en réaction au diurétique. Il y a deux systèmes. Le système des Le catécholamines, SRA. le système rénine angiotensine, angiostérone, Aldostérone. 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 Androstendione, c'est le mec qui- Effectivement, c'était bien ça. Le SRA et le La système. vasopressine, bon, je vais y revenir après, Mehdi. Bon, on laisse. C'est quoi la Mais question? dis l'eau libre, bordel, l'eau libre. D'effets macroscopiques sur la tension. Dans le cadre de l'HTA, chez quel sujet les diurétiques fonctionnent-ils le mieux? Oh, chez les Renois. Chez les Renois, les thiazidiques. Chez les noirs et quel autre type de population? Du coup, les vieux, peut-être. Effectivement. Les sujets âgés et les sujets noirs. Ça, c'est juste avec l'amour, en fait. Faut apprendre. Et vous aimez la physiologie, vous comprenez ça, tu vois? Bien vu le diapo juste avant. Non, voilà, ça, je le savais. Voilà, je savais. Quel traitement diurétique J'ai même pas fait le rapprochement d'RC, ça. Quel traitement diurétique utilise-t-on dans le traitement? L'acétazolamide. L'acétazolamide, l'inhibiteur de l'anhydrase carbonique. Très bien. Et quel est son nom commercial? Ça, je le sais, c'est. On lui signe. Diamox. Bravo Annès. Le point revient à Annès. Non, c'est Diamox, voilà. Bâtard. Très bien. Bravo Annès. L'anhydrase carbonique, il catalyse quelle réaction, NS? La transformation de HCO3- en H2O et CO2. Pas exactement. Non, c'est vrai. Non, ouais, non. C'est ça? H2O. C'est ça? Non, c'est de H2CO2, H2CO3 en H. Enfin, il y a deux réactions, non? Il y a deux réactions. Ben non, ouais, mais là, il y a si tu vois bien. il y a HCO3-. Ça marche pas, ton truc. Attends. Tu vois, les 10 comédies. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, c'est vrai, c'est H++ plus HCO3-. Ouais, je vois le dé. NS, je sais que j'ai raison. Mehdi, ferme ta gueule. Oh. Mehdi, alors? Quel cauchemar humain. On passe à la question d'après. Ah, attendez. Par contre, Mehdi connaît pas la différence entre eau libre et sérum physiologique, genre. Mais... C'est quand t'es PU, genre. Il ne connaît pas les indications de l'Esidrex. Est-ce que vous voulez passer à un autre débat? Ouais. Question, moi. Ouais. Vrai débat. Ah, vas-y, débat.
Le deuxième débat, c'était sur la gestion politique d'une crise sanitaire. Est-ce que vous voulez passer à ce débat-là? Moi, je suis chaud D'ailleurs, pour la gestion vidéo politique très de la. intéressante. Vas-y, Vidéo commence. très intéressante de Victor Ferry sur la communication de crise. Il a pris des extraits des interventions de Sibeth Ndiaye, en gros, en décomposant les pans de la communication de crise et en montrant qu'il y avait quand même mieux à faire durant cet exemple du coronavirus. Donc, assez intéressant. Si vous voulez regarder. Victor Ferry. Très bien. Mais écoute, on va passer à ce débat, puisque vous avez l'air de pas rejeter ce débat, ce que moi je trouve. Vous êtes pas chaud, vous êtes pas chaud rigolade là? Après, moi aussi, je suis plus chaud. Hein. On peut passer rigolade, parce qu'en fait, il est déjà 23. Ouais, genre, vous êtes pas chaud, sinon on fait un Non, on débat. est content. Est-ce qu'on fait une radio rigolade ou une radio En fait, là, il y a deux options. Soit on fait un autre débat, soit on fait la radio pirate. Normalement, c'est la radio pirate. Mais la radio, elle est finie, là, il est 23h. Bah oui, mais c'est ça. Du coup, soit on déborde les 30 minutes en plus, parce qu'il y a 30 minutes en plus qui sont réservées, soit on fait la radio pirate où on s'en bat les couilles de tout et on rigole. Je sais que NS, il a beaucoup aimé la partie politique, mais vas-y, il va vouloir peut-être passer à la partie Ah non, moi j'aime bien la rigolade. Je préfère même la rigolade, je veux dire. C'était complètement ironique, NS. Merci. Pardon, j'ai pas saisi. Écoutez, on va passer à la rubrique des cafés les deux mégots. C'est les 30 minutes de temps additionnel. Attends, pas mal. Vous avez les coups d'histoire? Ferme ta gueule. Et c'est un ouf, il a dit. Il veut la rigolade, c'est la rigolade. Voilà. Mais moi, tu l'aimais pas, wesh. Attends, il a dit quoi? Il y avait quoi, Adem? Il y avait Pas des coups incroyables. Mais vas-y, mais wesh. Vous voulez les voir? En vrai, mais parce que c'est propice à la derka, ça aussi, genre. Après, c'est pas ouf. Hein. Ouais, mais tranquille, on rigole. Voilà. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me légender de 1 à 5? Bonjour, je suis un rein. Enchanté. Allez, on va laisser répondre Inès. Moi, je vais pas Alors répondre. là, Et je connais ça par cœur, vous me connaissez. moi, je connais un point. Attends, c'est trop facile là. Regarde, Inès, attends, je vais te guider. Inès, regarde le 1 là. Tu vois le 1? Ouais. Ça ressemble à quoi cette forme? Tu vois ta gueule, c'est... Mais c'est pas en rapport avec la forme en fait. Il n'y a aucun rapport avec cette espèce de triangle. On serait tenté. On serait tenté d'appeler ça le triangle rénal. On l'appelle. Tu sais, en plus, gros, voilà, en ananas, il y a là les bails comme ça me rend ouf, gros. Des trucs, ils ont des formes de rond, ils appellent ça le trapèze ethmoïdien. C'est genre des mecs, ça me rend ouf. Mais bon, bref. Après, ils viennent en amphi, ils disent ouais, mais tout est logique en anat. Ouais, Cassez-vous, casse-toi. Alors le tenant de théorie, il est présent avec nous. Hein. Non, c'est trop logique en fait. Casse-toi. On veut plus entendre parler de toi en fait. Non mais l'anat, c'est de la logique. Il n'y a rien à apprendre en anat. Casse-toi. NS, achat compulsif, peut-être je vais m'inscrire à ECMI là, tout de suite là. Mais alors on s'en bat les couilles, chronique. Attends, comment tu vas gérer du coup le timing? Entre quoi et quoi? Inès, je vais pas répondre. Mais fais des silences avant. Bon. Vous voulez pas répondre, j'annule cette question. Non, mais. Yes, le temps presse. Essayer. Quoi, le temps presse? Réponds-toi, non? Ah, mais. Adem, je te laisse répondre. Ah, la 4. Je peux essayer? Vas-y, la 4, vas-y. La 4, c'est le cortex. Ok. Après, Ouais. en 1, Ouais. c'est la zone médullaire. Ouais. La 2, je sais pas. Ok. Et la 3? La 3, c'est facile, la 3. Non, je sais pas. Tu vois, tu la vois, la 3, là? Ouais, je vois, je vois la flèche, ouais. C'est le bassinet ou c'est l'ampoule? Ok. Et c'est laquelle? C'est la 2 que t'as pas trouvée? Ouais. Mehdi veut parler. Ce serait pas un petit coalice? Non, le calice, c'est la flèche qui est là. Alice, ouais. Le sinus. Le bassinet. Ouais, mais c'est le bassinet on appelle ça le bassinet. En tout cas, on appelait ça avant le 2010. Oh, fermez là. Et voilà.
Vous êtes content? Merci. Merci à Ben, toi, un le gros, mec. une grosse dédicace. Grosse Putain, c'est dédicace au Rhin. Et là, on peut repasser tout de suite sans Ouais, plus. Rhin, organe, est-ce on peut lui octroyer le rôle d'organe le plus thug après le cerveau, genre? Bah, moi, j'ai aucun mal à ça. J'ai envie d'y réfléchir. Le cerveau monstre, genre, on est d'accord pour dire que le cerveau, c'est le plus gros monstre Oui, de... le cerveau Stromon encore incompris, donc personne Ouais, ne voilà. l'aime. Donc voilà, les gens veulent pas en fait. Ils Dans veulent les pas, balles, il fait pas l'unanimité. ils veulent pas y Mais aller. le Voilà. Rhin, en tant que... Le Rhin, si tu veux, c'est l'organe. Le Rhin, c'est la meuf qui a fait des prothèses mammaires, tu vois, genre ouais, voilà, c'est tout le ça, monde regarde d'emblée, tu vois. c'est clair. Genre, Alors le cerveau, c'est que, Abigail Vernier, le Rhin, alors c'est... qu'en fait, elle a 45 ans et c'est une truie, tu vois. Alors, Mais ça, tu vois pas ça de attention au name dropping, parce que tout est filmé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous voulez que je coupe le Après, tu peux couper au montage. Non, mais est-ce que vous voulez que je coupe la partie d'Aka? Parce que de toute façon, on va rigoler entre nous et Vas-y, si tu veux. on est obligé de médire pour rire entre nous. Vas-y, vas-y. En tant Je- qu'arabe. Ok. comme ça, c'est les gens nécessaire auront- et autorisé Moi, en